Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, j'ai aujourd'hui le grand honneur et le grand plaisir de recevoir Stéphanie Gicquel sur Génération Do It Yourself. Bonjour Stéphanie. Bonjour Mathieu. Est-ce que je peux te demander de te présenter ? Alors tout à fait, je suis sportive de l'extrême. Je pratique la course à pied. Ça claque d'entrée de jeu. Putain, ça, alors là, j'ai capté tout le monde pour 1h30. Alors ça veut dire beaucoup de choses en fait. Je pratique la course à pied sur ultra distance déjà d'une part. Je participe à la fois à des compétitions d'ultra trail. Donc des compétitions sur 150, 200 km, mais également des compétitions sur route. Par exemple, les 24 heures, dont je viens de remporter il y a quelques jours le championnat de France, donc titre de championne de France de 24 heures, après avoir parcouru 215 km. C'est pour ça que je suis un peu fatiguée là aujourd'hui, mais voilà, on se remet petit à petit. Je pratique aussi la course à pied en dehors de la compétition organisée, c'est-à-dire... 215 kilomètres en 24 heures. 24 heures. Ouais, donc 9 km de moyenne. Wow. Voilà. Ah ouais. D'où mon état un peu aujourd'hui, un peu différent de l'état habituel. Sur lesquels, je vais en profiter, sur lesquels tu dors absolument pas du coup ? Non, je dors pas. En fait, l'objectif, justement, pour faire un chrono, c'est de parcourir toute la distance, le maximum de distance en 24 heures. Et naturellement, moins on prend de pauses et plus on parcourt de distance. Donc, je n'ai pris aucune pause, en fait, sur 24 heures, hormis 15 secondes tous les 3 kilomètres pour manger ou boire. Voilà. D'accord. Je pense qu'en fait, j'ai trouvé ton secret. Si t'es la championne de France pour ce truc-là, c'est que probablement t'es la seule assez bête pour faire cette course, en fait. Non. En fait, on était pas mal, on était nombreux. Il faut savoir que c'est une discipline d'athlétisme qui est assez répandue, même si elle n'est pas encore aux Jeux Olympiques. J'aimerais bien un jour qu'elle le soit. Donc, c'est sous l'égide de la Fédération française d'athlétisme. Oui, exactement. Oui. Donc voilà, on était nombreux au départ et c'est vrai que pour moi c'était une compétition importante que j'ai préparée pendant plusieurs semaines et enfin voilà, donc je suis ravie évidemment d'avoir remporté ce titre. Bravo. Bon, on est déjà dans le dur, on va y revenir parce que raconte, attends, parce que t'as pas commencé comme ça à la naissance, tu courais déjà ? Non. En fait, déjà pour revenir sur mon parcours, je pratique la course à pied sur ultra distance à la fois dans le cadre de compétition, donc comme c'était le cas il y a quelques jours, mais aussi en dehors de la compétition, c'est-à-dire vraiment pour faire corps avec la nature. Il m'arrive de partir, par exemple, une semaine et courir 50 km par jour le long d'un GR. Donc là, c'est vraiment pour être isolé, pour être en dehors des sentiers uniquement accessibles par moyen motorisé, pour parcourir plus de distance que par la marche, mais en même temps aller dans des endroits qui sont totalement préservés, qu'on ne peut pas atteindre par moyen motorisé. Donc ça, c'est vraiment mon objectif initialement quand je me suis mis à la course sur ultra distance il y a déjà une dizaine d'années. C'était parcourir de grands espaces. Mais aujourd'hui, tu arrives à profiter. Je veux dire, quand tu fais 50 km par jour pendant 10 jours, comme ça, sur un GR, tu peux te poser, regarder, te dire c'est beau, etc. T'es pas juste dans un mode entraînement. Enfin, juste. Ça dépend en fait. C'est-à-dire que parfois j'y vais effectivement pour profiter. Dans ces cas-là, je vais faire 40, 50 km en allant plus lentement, en prenant le temps, en faisant des pauses. Soit je suis en mode entraînement, c'est-à-dire que j'ai une compétition en général un mois après, puisque il faut arrêter ce type d'entraînement un mois avant. C'est des entraînements qui sont quand même assez intensifs. Et là, pour le coup, les derniers jours, généralement, c'est beaucoup plus difficile et je peux avoir des hypoglycémies ou être assez mal sur l'entraînement, mais plus l'entraînement est difficile et plus ça se passe bien le jour J. Donc c'est ça qui est aussi important, c'est de bien se préparer, d'aller au plus loin possible durant l'entraînement pour que ça se passe bien. C'est pour ça que je te pose cette question. Tu arrives quand même encore à avoir ces moments où tu n'es pas en mode entraînement et où tu cours pour profiter ? Oui. Ouais. Ça, j'y arrive, ouais. En fait, à la base, je me suis mis à la course sur ultra distance pour cela, pour faire corps avec la nature. Et comme j'aime beaucoup le changement, donc j'imagine qu'on va y revenir un peu plus tard dans le cadre de ce podcast. Aujourd'hui, c'est vrai que la performance me plaît et m'intéresse. Donc, je m'aligne sur des compétitions aussi, mais c'était à la base pas
c'était pas la raison pour laquelle je me suis mis à la course sur ultra-distance. Ensuite, il y a une autre partie de mon activité qui concerne les expéditions. Donc, je réalise des expéditions principalement en Arctique et en Antarctique, mais pas uniquement. J'ai vocation aujourd'hui à aller aussi dans d'autres régions du monde. Et j'ai notamment parcouru certains déserts au Groenland, au Spitzberg, en Arctique, au pôle Nord, à pied, en courant, en tractant un traîneau, enfin de diverses manières. J'ai couru un marathon au pôle Nord, par exemple. C'est toi qui traques le traîneau, en fait, chez toi. Oui. D'accord. Effectivement. Il y a des gens dessus. En fait, je tracte un traîneau dans lequel il y a une tente, un réchaud, l'alimentation, etc. C'est vrai qu'il y a des expéditions qui se font avec des chiens de traîneau. Et pour ma part, je réalise des expéditions soit à pied, soit à ski de randonnée. Donc, pour l'instant, pas avec des chiens de traîneau. Peut-être que ce sera quelque chose que je ferai ultérieurement, mais c'est pas le cas pour l'instant. D'accord. Et puis, j'ai réalisé une longue expédition à travers l'Antarctique il y a déjà 3 ans, une expédition de 2045 km qui m'a pris 74 jours. Durant lesquels j'ai fait 70 heures d'efforts physiques. Voilà, okay. 70 heures d'efforts physiques par semaine durant 2 mois et demi. Dans des températures extrêmes, des moins 50 degrés pendant 10 jours, le vent de face à 80 km/h, une toile de tente qui se déchire, vagues de glace, tout un tas de choses. En fait, je vais t'arrêter tout de suite parce que je te demande de te présenter, mais c'était pas la bonne question avant d'arriver dans le détail sur chacun de ces événements qui sont quand même assez fous. En fait, tu viens d'où déjà ? Enfin, c'est d'où ça vient tout ça ? Toi, t'as toujours fait ça ? T'as commencé à 15 ans, tu t'es dit je cours ou enfin, c'est quoi Stéphanie vient d'où ? T'as grandi à Paris ? Alors non, j'ai pas grandi à Paris. J'ai grandi dans le sud de la France, dans une petite ville à côté de Toulouse. Alors je suis née à Carcassonne, ensuite j'ai grandi à côté de Toulouse. J'ai longtemps voulu voyager, puisque quand j'étais jeune, je ne voyageais absolument pas. Donc je n'ai pas grandi dans un univers d'exploration ni un univers de sportif. Je connais ça. Voilà, et j'ai voulu en fait voyager, c'est-à-dire tout simplement aller en dehors des frontières de la France, pour voir un petit peu ce qu'il y avait, que ce soit en Europe ou dans le reste du monde. Et je me suis dit, mais comment faire pour atteindre cet ailleurs dont tu rêves ? Je savais pas trop initialement. Et je voyais les études comme un moyen justement de trouver les outils, d'avoir les outils, d'acquérir les outils pour construire, pour entreprendre, pour inventer ma vie, pour pouvoir vivre pleinement. Et donc je me suis lancée à fond dans les études. Au début je savais pas trop quel type d'études, comment, etc. Donc ça, t'as réalisé tout ça à quel âge ? C'est quoi, en 3e ? Ouais, au collège, exactement. Ouais. En lisant des magazines type l'étudiant, j'ai entendu parler des écoles de commerce. Je me suis dit waouh, ça a l'air génial. Il y a des écoles qui sont à Paris, ça a l'air top. Là-bas je pourrais trouver les clés pour construire ma vie et puis enfin voyager, parce que c'était vraiment ça qui me motivait. Je pense que ce sont les récits qui me motivaient, ce sont les images, les films, enfin tout ce que je pouvais voir sur le monde qui me donnait envie finalement de découvrir moi aussi par moi-même toutes ces régions du monde qui me faisaient rêver à travers les livres. Et donc j'ai fait des études en école de commerce. Donc, au début ça a été un peu compliqué parce qu'il a fallu changer d'établissement scolaire pour pouvoir intégrer une classe prépa. Tout ça a demandé pas mal d'efforts parce que je venais pas du tout de cet environnement. Pour moi, ça me paraissait impossible. On me disait que c'était impossible. Tes parents n'étaient pas du tout dans l'univers des. Alors, ils n'étaient pas dans l'univers. Ils n'étaient pas dans le monde des affaires. Ils n'étaient pas non plus dans le monde du sport ni dans le monde de l'exploration. Donc, finalement, les univers vers lesquels je me suis dirigée sont très différents de ceux dont je viens à l'origine. Et j'ai souvent tendance à dire que c'est une chance quand le point de départ est loin finalement de ses objectifs, parce que c'est ça qui vous donne envie de persévérer, c'est l'aventure, c'est sortir sa zone de confort. Je trouve que c'est juste extraordinaire. Oui. Et ça permet justement d'avoir une autre vision du monde et d'avoir une meilleure connaissance, je pense, du monde, de soi-même, s'être vu évoluer dans différents domaines. Je trouve ça extrêmement enrichissant. On avait ce petit échange juste en préambule de cet enregistrement, juste avant d'enregistrer sur justement
je te faisais part un peu de la voie de l'excellence de certaines écoles de commerce. Toi, tu as fait une très bonne école de commerce, hein, HEC, oui, je crois. Ouais. Oui. Et je te disais qu'il y avait un moment où ça pouvait me déranger un peu alors, c'est pas le cas de tous mes invités, hein, faut faire attention. Et donc, je te disais que je faisais attention à ça de plus en plus, mais de temps en temps aussi, je me prive pas quand j'ai quelqu'un que j'ai envie d'inviter, pour X ou Y raison de le faire. Mais tu me disais, et je pense que c'était intéressant comme remarque, que finalement, en tout cas quand j'écoute ton parcours, je comprends pourquoi tu m'as dit ça, c'est que toi tu t'es motivée toute seule en lisant l'étudiant à aller faire quelque chose qui n'était pas du tout dans ta voie toute tracée, quoi. C'est pas quelque chose qu'on t'a proposé, imposé ou quoi que ce soit. C'est vraiment un truc qui venait de l'intérieur. Pas du tout. Et du coup, j'avais une envie qui était énorme, en fait. J'avais une envie énorme d'intégrer une école. J'étais hyper motivée. Je bossais comme une dingue. Je me souviens de ces années de classe préparatoire où je manquais d'équilibre au final. Alors aujourd'hui, je me rends compte que l'équilibre est extrêmement important. Donc j'ai fait certaines erreurs à ce moment-là de ma vie, mais j'ai bossé comme une dingue parce que l'envie était très très forte et je savais, en fait, j'avais l'intuition que en intégrant une école ou qu'en allant vers ce type d'études, je trouverais des clés que je n'avais pas. Et ces clés-là m'ouvriraient d'autres portes et me permettraient d'entreprendre. Et je me suis pas trompée parce qu'aujourd'hui, monter des projets d'expédition, c'est un véritable projet entrepreneurial. Construire sa vie sur le sport, sur ces activités-là, c'est vraiment, il faut avoir un esprit d'entrepreneur. Donc je pense que j'ai fait le bon choix. Après, c'est sûr que si j'avais évolué dans un univers plus sportif, on aurait détecté en moi des compétences que j'ai aussi en sport et que je n'ai pas pu détecter parce que je n'ai pas évolué dans cet univers. Donc peut-être que j'aurais eu une autre vie, mais je ne regrette absolument pas le parcours que j'ai fait. Et je pense qu'il faut prendre son parcours tel qu'il est et puis essayer de construire à partir de son point de départ, essayer de construire les choses. Et c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est l'accès à l'information. Et ça, je le reconnais, c'est assez difficile. Mais je pense qu'on peut construire à partir de ce que l'on trouve toute sa vie. On apprend et finalement, peu importe le parcours, on apprend beaucoup de choses et on peut aussi changer de voie. C'est tout à fait possible. Parce que je te disais, en effet, en réponse à cette remarque, c'est que dans pas mal de parcours qui peuvent être, en l'occurrence le mien, mais beaucoup de gens, typiquement une option prépa école de commerce était pas forcément moi ce que j'avais comme option sur la table, ce qu'on me présentait en tout cas à 17-18 ans, c'était plus, alors j'aurais pu faire l'effort de le trouver, mais en l'occurrence naturellement c'est pas les choses qui étaient dans les options, et c'était plus médecine, droit, ou éventuellement je sais pas, ça peut être un IUT, ça peut être voilà, mais peut-être dans certaines villes de province de petite et moyenne taille, des endroits où en fait l'école de commerce, ou en tout cas la prépa pour aller à HEC, le SCP, les SEC, c'est pas le M Lyon, c'est pas forcément les grosses, voilà. Éventuellement on pousse sur des écoles d'ingénieurs, surtout aujourd'hui. Là, les maths restent aussi une voie d'excellence en France, comme on le voyait aussi d'ailleurs dans les personnes qui se sont bougées comme ça, hein. J'ai eu Mehdi Kemiri qui est un entrepreneur tunisien qui a fait Polytechnique, et en fait c'est vraiment dans un parcours comme le tien, on sent qu'il a pu émerger, c'est-à-dire il est lui-même allé chercher cette volonté très tôt, quand tu es en Tunisie et que tu nais à Tunis, de vouloir aller faire Polytechnique en France. C'est quand même quelque chose qu'on ne souffle pas. Donc en effet, il y a des gens, je pense, qui ont cette aptitude à aller chercher des choses très loin, et je pense que c'est aussi un préambule ou quelque chose qui vient en amont de potentiellement gens qui sont capables d'aller sortir de leur zone de confort, comme tu le disais. Après, je pense que c'est quelque chose qui est aussi vrai dans l'univers du sport, hein. On peut évoluer dans l'univers du sport et finalement être repéré et être sur les rails dès le plus jeune âge. On peut aussi aller chercher cet univers parce qu'on l'a pas, parce qu'on n'évolue pas dans cet univers. Et finalement, c'est vrai qu'on dit beaucoup de choses sur les écoles de commerce, mais je pense que c'est vrai dans tout plein de domaines, et le sport de haut niveau est un autre exemple. Ce que tu veux dire, c'est que tu l'as vécu toi, c'est-à-dire que t'es arrivé tardivement peut-être, alors je sais pas à quel point, mais sur le sport, ou le sport à un certain niveau, et que ça t'a pas empêché de je sais pas, c'est un grand mot, mais réussir. En tout cas, tu as réussi cet exploit il y a quelques jours. Mais donc ce que tu dis, c'est qu'il est jamais trop tard.
Exactement. Alors moi, j'y suis arrivée tardivement parce que je n'avais pas l'information et que du coup, j'ai choisi une autre voie, celle qui me semblait la plus naturelle parce que tous les enfants, la plupart des enfants vont à l'école. Donc on se dit, voilà, à un moment donné, si je travaille bien, je pourrais peut-être intégrer telle université, telle école. Je vais me battre pour m'en sortir, pour faire ce que j'ai envie de faire de ma vie. Donc j'ai choisi ce moyen-là, mais peut-être que si j'avais eu des informations sur le sport, peut-être que si on avait détecté un potentiel quand j'étais jeune, peut-être que j'aurais eu un autre parcours. Mais après, je pense qu'on peut changer de voie, on peut construire sa vie vraiment à partir, peu importe le point de départ, et ça j'en suis absolument convaincue. Et je pense qu'entre un point de départ et un point d'arrivée, il y a surtout beaucoup de travail, beaucoup d'envie, beaucoup de travail, beaucoup de confiance en soi. Et avoir accès à l'information. Mais l'accès à l'information, c'est aussi beaucoup de travail, se renseigner, s'informer, être toujours très curieux, très émerveillé de tout ce qui se passe autour de soi pour justement aller avoir cette information. Et c'est ça qui est important. Oui, il y a pas de martingale, quoi. Voilà. C'est pas comme ça, en claquant des doigts. Non. Et tu parlais d'excès tout à l'heure sur ta vie, enfin, sur cette période où c'était trop de travail, ton excès, c'était... Alors, je pense en fait que pour atteindre ces objectifs, parce que j'interviens souvent, notamment en entreprise, sur l'atteinte d'objectifs et comment faire en sorte de les atteindre au mieux. Et je pense qu'un des points essentiels pour cela, c'est l'équilibre. C'est-à-dire avoir un équilibre de vie, avoir certes un objectif, mais à côté avoir une ou deux autres activités qui permettent notamment de s'échapper lorsque l'on est face à un obstacle, qui permettent de rebondir lorsque l'on est face à un échec, ou qui permettent même quand on réussit de pouvoir rebondir vers autre chose, parce que la réussite aussi n'est pas évidente. Parfois, on peut se retrouver après une réussite à se dire mais qu'est-ce que je fais ensuite ? Et justement, quand on a d'autres activités, d'autres centres d'intérêt dans un coin de la tête, on a facilement un autre objectif vers lequel se projeter. Et je trouve que c'est intéressant, l'équilibre. À mon sens, c'est un moyen d'aller plus facilement vers un objectif. Alors sur le moment, surtout quand on est dans un projet entrepreneurial, dans une carrière en entreprise ou bien sur un projet sportif ou à l'école, quand on vise un diplôme qui est vraiment exigeant à obtenir, on peut être tenté de travailler tout le temps uniquement sur cet objectif et en laissant de côté toutes ses autres passions. Et je pense qu'au final, on se fatigue peut-être plus et on n'est pas forcément plus efficace pour atteindre l'objectif. Je pense que parfois, prendre un peu de recul, ça permet d'aller plus loin et d'être plus efficace dans son travail vers l'objectif. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que plus j'avance dans ce podcast, je crois que tu seras au moment où il sortira, le 52e épisode, je dirais. Et en fait, à chaque fois, tu vas en parler un peu je te faisais visiter le bureau, etc. Et puis je me bouge le cul quand même un peu sur plein de trucs. Mais quand je vois à chaque fois des tas de gens, j'ai toujours des complexes, tu vois. C'est-à-dire que bon, oui, j'ai fait un marathon dans ma vie, mais tu vois, je te vois et je me dis putain, faut que je me bouge un peu plus le cul. Et en fait, à chaque fois que je vois des gens dans leur réussite à eux, tu te dis et au final, j'en arrive toujours à me dire non mais attends, c'est pas si mal, finalement tu fais un peu de ça, un peu de sport, un peu de machin, oui pour l'instant t'as pas vendu de boîte à 200 millions, mais en l'occurrence tu te bouges sur d'autres choses, t'as un équilibre familial. Et en fait je reviens à ce que tu dis, c'est que l'équilibre, je pense que c'est en tout cas vis-à-vis du bonheur notamment, c'est quelque chose de très très important. Mais alors permets-moi de te poser quand même une question, parce que enfin c'est le but de ce podcast, mais c'est hyper compliqué de parler d'équilibre quand tu parles de... Alors toi-même, t'as dit, je crois, des sports extrêmes ou ultra trail ou sportifs de l'extrême. Comment tu peux être extrême et équilibré ? Alors, c'est vrai que les sports que je pratique, que ce soit dans le cadre d'expéditions polaires ou bien la course sur ultra-distance, sont des sports qui sont très exigeants parce qu'on part sur des durées très longues, en expédition pendant 3 mois, on part sur des distances très longues en course à pied, plus de 200 km. Après, l'équilibre, pour moi, je le trouve dans ma vie quotidienne, c'est-à-dire que j'écris aussi des livres. Je viens de sortir mon 2e livre, On est tous aventuriers, au mois de juin dernier. Je donne pas mal de conférences, je vais souvent dans les écoles. Donc l'équilibre, et puis j'ai une vie de famille aussi, et notamment un conjoint avec qui je passe beaucoup de temps aussi. Et tout ça, en fait, Il court, non ? Il est obligé de courir pour que tu passes avec il court, mais il court, mais pas uniquement. D'accord.
C'est vrai qu'il vient en expédition avec moi et après sur les courses sur ultra distance, il a plutôt le rôle de coach, c'est-à-dire qu'il est là aussi parce qu'on dit souvent c'est un sport individuel, c'est pas du tout un sport individuel. Aucun sport finalement n'est individuel, on est encadré et on réussit toujours en équipe. Ça c'est un point sur lequel j'accorde beaucoup d'importance et donc lui a ce rôle souvent au ravitaillement par exemple, il était présent il y a quelques jours. Donc voilà, on passe du temps ensemble aussi dans les courses, soit en courant, soit dans ce cadre-là. Mais voilà, tout ça, ça fait beaucoup d'équilibre. Et par exemple, quand je suis face à un obstacle dans le montage d'une expédition, un obstacle financier, un obstacle physique, je prends du recul justement avec ces autres activités et ça me permet de trouver des solutions tout simplement. Je peux parfois aller aussi sur d'autres sports qui ne sont pas mes sports de prédilection pour justement prendre de la distance et trouver des solutions aux problèmes que je rencontre. C'est intéressant parce que ce que tu dis sur alors au-delà de l'équilibre, mais le fait de réussir en sport solitaire, pardon, tu as utilisé un autre terme, mais c'est Eric Bellion, que tu connais peut-être, qui est un navigateur avec qui j'ai échangé il y a 1 an à peu près, et donc qui a un projet qui s'appelle Comme un seul homme, qui porte beaucoup de valeur, et justement il explique bien que même quand tu es navigateur tout seul et que tu fais le Vendée Globe et que tu fais le tour du monde, t'es pas du tout seul en fait. Et que si t'étais tout seul, si lui était tout seul, il aurait abandonné 20 fois en fait. Et que sa radio, sa régie, le fait qu'on lui dise attends, t'as 10 heures pour remplacer ton gouvernail, sinon t'as une tempête qui t'arrive dessus et t'es mort. Enfin, et c'est hyper intéressant. Je pense qu'on peut faire assez facilement le parallèle sur les mondes artistiques et sur le monde des affaires aussi. C'est que souvent on va parler de self-made woman, self-made man, etc. Le côté self, en fait, il est très faux. Il y a toujours une équipe derrière, il y a toujours un certain nombre de... Et d'ailleurs, on dit derrière, mais c'est plutôt sur les côtés et c'est souvent des projets qui se font ensemble. Ouais, et c'est vrai que c'est très important et c'est vrai que parfois on met en avant le côté solo en donnant l'impression que c'est extraordinaire parce que c'est en solo. Mais en fait non, on réussit beaucoup mieux un objectif quand on est ensemble. Pourquoi ? Tout simplement parce que la première raison, c'est qu'on a tous 24 heures dans une journée. Et si on faisait tout seul, on n'atteindrait pas les objectifs parce qu'on pourrait pas trouver le temps de les atteindre. La deuxième raison, après en expédition, c'est que on a quand même des risques et que l'objectif, c'est pas d'y rester sur une expédition, c'est de limiter les risques. Et quand on part ensemble, il suffit par exemple dans une expédition dans les régions polaires de tomber, de perdre conscience, de se fracturer un membre ou quoi que ce soit. Si on est tout seul, on n'a pas les moyens de monter une tente, d'appeler des secours qui sont bien souvent théoriques parce qu'il faut qu'ils puissent venir. Mais bon, c'est quand même important déjà de pouvoir les appeler. Si on est tout seul et qu'on est inconscient, on peut être en hypothermie en quelques instants. Donc l'importance de l'équipe, elle est très forte. Et quand on part sur des courses ultra-distance, il est vrai que la personne, enfin tous les athlètes qui réussissent sur ces compétitions ont un staff parce que vous avez besoin à un moment donné de savoir à quelle minute se trouve votre concurrent principal, est-ce qu'il est devant, derrière, à combien de minutes, etc. Et tout ça c'est extrêmement important et voilà, pour moi j'accorde beaucoup d'importance à l'équipe et le solo ne me semble pas être un élément qui soit si intéressant et qui de toute façon n'est pas complètement vrai parce qu'il y a toujours une équipe derrière, on le voit notamment avec le Vendée Globe. Mais alors, après, si j'ai envie de prendre ce contre-pied que j'aime bien prendre et que pour pas qu'on ait l'air totalement hypocrite auprès des gens qui nous écoutent, que ce soit un entrepreneur qui a des énormes problèmes de trésor ou qui veut se lancer dans un nouveau projet, il a toujours besoin de cet état d'esprit, de ce mindset. Et c'est quand même pareil chez un sportif. Alors moi, je prends la considération sur la course à pied. Il y a des moments où il est 5h du mat ou 6h du mat, j'ai pas envie de me lever et de mettre mes chaussures et de sortir alors qu'il fait 0 degré et qu'il pleut. Et ça m'arrive par moments de pas le faire. Et je veux dire, il y a quand même des moments où tu es seul à prendre cette décision d'aller faire tes 50 km tous les jours sur ton GR20 ou je sais pas lequel en tout cas, et où il y a quand même ce moment où tu dois te bouger le cul toute seule parce que personne va le faire pour toi. Alors c'est très très intéressant ce que tu viens de dire, effectivement. Moi je me suis retrouvée notamment dans le cadre de préparation d'expédition avec des moments de vertige énormes où j'avais l'impression d'être dans une sorte de tunnel avec une sortie qui s'éloigne mais
je n'avais pas d'autre choix que d'aller vers cette sortie parce qu'il n'y en avait qu'une seule, mais elle était juste un peu plus loin. Il fallait que je continue. Et dans ces moments, on ressent une très, très forte solitude. Comme on ressent aussi une solitude quand on va s'entraîner, effectivement, quand je vais faire 50, 60 kilomètres, quand je vais faire des tours de stade pour préparer une course de 200 kilomètres, ou quand je vais faire des week-end shocks où il faut que je fasse 80 kilomètres par jour. Ces moments-là, effectivement, je suis toute seule et il faut prendre la décision de mettre ses chaussures de running et d'y aller. Donc, il y a effectivement des moments où on se sent très seul parce que dans un travail d'équipe, je pense qu'on a tous une mission, un rôle à jouer, et dans ce rôle, on peut être seul, et donc on peut sentir le poids de cette responsabilité et ces moments-là de solitude. Donc c'est vrai qu'il faut aussi avoir du mental, il faut aussi être persévérant. On peut pas s'appuyer tout le temps sur les autres, et quand vous êtes en expédition, de toute façon, personne ne va vous traîner pendant 74 jours. À un moment donné, il faut avoir une envie très forte d'être présent. Si vous n'avez pas cette envie, au bout de 2 jours, vous demandez un rapatriement d'urgence, c'est pas possible de tenir le coup. Donc il y a quand même un aspect très personnel, une très grande force de volonté, une grande motivation, une envie de se dépasser, une envie de persévérer, une envie de continuer. Et ça, pour le coup, oui, c'est personnel. Après, avec une équipe, on va plus loin. Donc, il faut savoir s'entourer, il faut savoir convaincre les autres, il faut savoir faire en sorte d'aller plus loin ensemble, donc de réunir un certain nombre de qualités pour aller plus loin ensemble. Mais il y a évidemment une part de travail à faire chacun sur soi, et ça, on peut pas le faire à votre place, évidemment, naturellement. Oui. Convaincre les autres, c'est un point très important, en effet. Et du coup, alors, avant de revenir dans chaque... bon, j'arrête pas de dire du coup, je me reprends, je vais arrêter, promis à tous. Avant de revenir sur chaque course, ou pas chaque course, parce que tu as probablement eu trop, mais sur tes premières courses, etc. T'as fait une école de commerce, t'es avocate aussi, j'ai rêvé. Oui, j'ai exercé pendant 7 ans en droit des affaires. Elle nous cache des choses, elle écrit des livres, elle est avocate, il y en a d'autres comme ça encore. Alors, j'ai exercé effectivement dans un cabinet international pendant 7 ans. J'étais à cette époque là aussi une sportive, mais je pratiquais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Donc comment t'es arrivée? Alors bon, vie à part avant le sport, tu finis ton école de commerce, tu te dis, ou en parallèle, en même temps, tu te dis je veux être avocate? En même temps que l'école de commerce. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a une possibilité en dernière année de suivre un master en droit qui permet ensuite de passer les diplômes pour être avocat. Donc j'ai choisi cette option-là. C'est vrai que je suis très curieuse, donc j'étais très intéressée par tout plein de choses en école de commerce, que ce soit la finance, le marketing, la communication, la stratégie. Tout m'intéressait. À un moment donné, il faut faire un choix. Donc le choix a été compliqué parce que je n'avais pas forcément d'informations sur chacun des métiers. Là, on revient encore sur l'accès à l'information qui n'est pas forcément évident quand on vient pas du tout du monde des affaires. Donc j'ai choisi le droit parce que j'aimais à la fois l'aspect littéraire, mais aussi les chiffres, et dans notamment la fiscalité ou le droit des sociétés, j'ai retrouvé cet aspect chiffres qui me plaisait beaucoup. Et puis j'étais aussi très curieuse de toutes les opérations dont on parlait, parce qu'on nous parlait beaucoup en école de commerce d'opérations de fusion-acquisition, de private equity. Et j'étais très intéressée par la mécanique, c'est-à-dire que ça me semblait très intéressant, mais je ne comprenais pas toute la mécanique derrière, et j'avais besoin de comprendre, toujours ce besoin de comprendre que j'avais déjà en école ou quand j'étais plus jeune, enfin en classe préparatoire et quand j'étais plus jeune. Et donc je me suis dit, tu vas aller en cabinet d'avocat pour mieux comprendre. Et dès les premières années, j'ai mieux compris comment fonctionnaient ces opérations-là, notamment en rédigeant des contrats ou en travaillant sur ces grosses opérations. Et ça a été extrêmement enrichissant. En fait, c'est la curiosité qui m'a amenée vers ce métier. Vraiment la curiosité. Et du coup, tu découvres à ce moment-là, à peu près en parallèle, le sport. En école ou pendant tes études, tu faisais déjà un peu de sport ou... Oui, en fait, c'est en école que j'ai commencé la course à pied sur des distances plus longues que les footings. Donc, ça a été d'abord les semis, les marathons. Et puis, en cabinet, j'ai eu envie ensuite d'aller sur des distances plus longues. Donc, 60 km, 80 km. Mais c'est quoi ta première course? Initialement. C'est un 20 km, un 10 km. Comment t'arrives? C'est quoi l'accès à tout ça?
Alors l'accès, en fait, c'est que la distance m'a intéressée plus que le chrono. D'accord. C'est-à-dire que j'ai eu, en me renseignant sur des magazines type Runners, etc., j'ai appris qu'il y avait des distances au-delà du marathon, j'ai appris qu'il y avait des distances de 100 km. Dès le début, t'es parti dans cette optique. Ouais. Dès tes premiers jogs, Ouais. dès que t'es parti. C'est-à-dire qu'en fait, je ne suis pas partie avec un objectif de performance en termes de chrono. D'accord. J'ai beaucoup d'athlètes autour de moi qui avaient pour objectif, dès qu'ils se sont mis à courir, d'augmenter leur chrono, d'améliorer leur chrono sur des 10 km, sur des semis, sur des marathons, voire même sur des disciplines de demi-fond. Et en fait, moi, je suis pas du tout allée vers le chrono. Je suis allée plus vers la distance, aussi parce que j'ai découvert donc les voyages en école de commerce. Ouais. C'est là que j'ai commencé à faire mes premiers voyages sans argent, sans rien du tout, des road trips. Et je me suis rendu compte que grâce à la course à pied, je pouvais aller plus loin et dans des zones qui sont préservées. Et donc, ça a été pour moi, c'est la distance. Tout de suite, la distance m'a intéressée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça fait de courir 20, 30 km, puis 60 km? Qu'est-ce que ça fait, en fait? J'étais curieuse de savoir ce que ça pouvait faire. Et en même temps, ça me permettait, dans le cadre des voyages, d'aller plus loin que la marche. Parce que forcément, quand on court, ne serait-ce qu'à 7 ou 8 km/h, on va forcément plus loin qu'en marchant. Alors, après coup, je me suis rendu compte, donc aujourd'hui, j'ai un autre propos, mais c'est que la marche est aussi très, très difficile. Quelqu'un qui va marcher 50 km par jour, cela demande aussi beaucoup de préparation, beaucoup d'entraînement. Et la marche est aussi difficile que la course. C'est d'ailleurs un propos sur lequel je reviens souvent, parce qu'on me dit « Ah, mais les courses ultra-distance, est-ce que ce serait pas possible de les faire en marchant ?» Oui, il y existe des courses de 24 heures, des courses de grand fond. On marche pendant 24 heures, elles sont aussi difficiles que les courses de 24 heures où on court pendant 24 heures. C'est un entraînement qui est complètement différent, c'est aussi compliqué. Donc ça, mais souvent on n'a pas l'impression, c'est-à-dire d'extérieur on se dit la marche doit être plus simple que la course, c'est faux. D'accord, c'est vrai qu'on a l'impression que ça sollicite moins les articulations, Alors c'est vrai qu'il n'y a pas effectivement l'aspect choc, effectivement. Ça y est pas. Maintenant, d'un point de vue musculaire, préparation, entraînement, énergie, etc., c'est aussi compliqué. Et c'est vrai que c'est la raison pour laquelle moi sur les courses, je suis beaucoup plus à l'aise en course à pied. Donc j'ai choisi l'option courir toute la distance. Il est possible de courir et marcher, il est possible de marcher toute la distance, mais moi j'ai une préférence pour la course à pied et voilà, peut-être un jour j'irai vers la marche, mais c'est un autre sport et qui est aussi complexe. Mais t'as vraiment un côté quand même, t'es quand même extrémiste en fait. Je veux dire, non, mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand tu te lances dans des belles études, tu te rajoutes du droit, le barreau, je veux dire, en même temps la course à pied où tu te dis pas, tiens, enfin je veux dire, quelqu'un de normalement constitué, si je puis me permettre, à 20 ans, 22 ans, tu te dis bon, ok, je vais faire les 20 km de Paris. Souvent, c'est un peu, je vois autour de moi, c'est un peu le premier milestone, quoi, tu vois. Et puis après, t'as éventuellement 20 km de Paris ou le semi-marathon. Puis ceux qui s'éclatent un peu, qui se disent je pourrais aller un peu plus loin, je vais me faire le marathon. Puis il y en a qui se mettent un peu au tri, puis il y en a qui se mettent un semi-Ironman. Puis l'Ironman, tu commences à être dans des courses ultra un petit peu. Alors, toi, t'es parti direct en te disant, genre, je veux, si je reprends tes mots, mais je veux aller au-delà du marathon, quoi. Oui, mais c'est une façon de voir les choses, c'est-à-dire que moi, c'est la distance qui m'a attirée, mais je pense que la personne qui se dit par exemple je veux descendre le marathon en moins de 3 heures ou bien je veux descendre le 10 km en moins de 36 minutes, c'est le même type extrême. C'est aussi extrême, oui. C'est-à-dire que c'est le même type de raisonnement, c'est-à-dire aller plus loin, sortir de sa zone de confort, c'est-à-dire je suis dans ma zone de confort à 40 minutes, je veux aller en dessous de 40 minutes pour sortir de ma zone de confort. J'ai eu le même type de raisonnement, mais plus sur la distance, parce que j'ai toujours été guidée par le voyage, par cette envie de voyager, cette envie de découvrir. Et donc, je pense que c'est pour ça que la distance m'a plu. Parce que je me disais, tu pourras faire des GR en courant, tu pourras aller au-delà de ces sentiers balisés, tu pourras... C'est pour ça que la distance m'a intéressée. Je pense, avec le recul. Je partage Attends, petit aparté, tu es dans ta zone de confort à 40 minutes pour 10 km ? Non. Ok, merci. Bon,
Donc non, je partage là où j'allais dire. Il y a une chose que j'ai découverte il y a peut-être 10 ans à peu près. Moi, je cours depuis peut-être 10 ans, pas tant que ça en fait. Hein. J'ai dû m'y mettre entre 25 et 30 ans. Et en fait, quand tu commences à t'entraîner pour des courses ou un certain nombre de choses, comme tu dois courir et sortir assez souvent, tu pars en week-end, tu pars en voyage d'affaires, moi je prends toujours mes baskets puis je vais courir. Et en fait, tu découvres, c'est ce que tu dis toi sur les GR déjà, mais même dans les villes, je veux dire, j'ai couru à Lisbonne, j'ai couru à Londres plein de fois, j'ai couru à Berlin, j'ai couru à Rome, j'ai couru. Et en fait, quand tu cours et que tu pars en courant tout seul ou avec un pote, une copine, pour faire 10-15 kilomètres pour t'entraîner, c'est fantastique en termes de découverte, quoi. Il y a vraiment un truc, alors peut-être probablement moins ville que, mais moi je trouve ça incroyable. Oui, c'est incroyable parce qu'on fait corps avec la nature, parce qu'on découvre la ville différemment et c'est sûr qu'on pourrait pas faire tout ça à pied. Et puis on n'a pas la même... quand on part courir, on part généralement très léger. Quand je pars le long de GR, j'ai juste un tout petit sac de trail avec une tenue de rechange, la même pour toute la semaine, et c'est tout. Et c'est juste et tu dors en exceptionnel. Refuge. Je dors soit en refuge, soit en gîte, et j'évite la tente pour éviter de l'avoir à la portée, naturellement. Mais chaque gramme est compté là-dessus. Chaque gramme est compté, ouais. Et l'idée aussi, c'est de s'entraîner pour des courses d'ultra. Et donc, j'essaye d'avoir un sac qui pèse le même poids que celui que j'aurai le jour de la course. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est qu'on n'a pas besoin de grand chose. Et c'est ça qui est extraordinaire. Alors après, j'aime aussi beaucoup la ville. Parce que justement, j'aime beaucoup le contraste quand je reviens d'expédition polaire et que je reviens en ville. Déjà, j'aime beaucoup le contact humain, revoir du monde, et puis voir aussi tout ce que l'homme a construit, la façon dont il a aménagé les espaces. Alors, évidemment, avec les aspects négatifs, mais aussi beaucoup d'aspects positifs qui sont liés au génie de l'homme. Hein. C'est juste extraordinaire. Tu me disais tout à l'heure que tu as l'impression, des fois, de pas faire grand-chose, mais entreprendre, créer, c'est extraordinaire. Enfin, créer des emplois, créer une société. Et parfois, je pense on prend pas suffisamment de recul par rapport à ce que l'on réalise, parce qu'on n'a tout simplement pas le temps. Mais quand on prend 2 minutes de recul, dans toute vie humaine, il y a beaucoup de richesse. Et c'est ce sont les messages que j'essaye de faire passer, notamment quand je vais dans les écoles. C'est qu'on réalise beaucoup de choses, tout simplement, si on vit pleinement, si on est heureux, si on est en phase avec ce que l'on a envie de faire, avec ce que l'on est. On réalise des choses et ça, c'est juste extraordinaire. Mais il faut prendre, je pense, parfois le temps, du recul pour s'en rendre compte. Et toutes les petites choses sont exceptionnelles. Il n'y a pas besoin de traverser l'Antarctique pour réaliser des choses extraordinaires. On a tous notre Antarctique à conquérir et elle est souvent au coin de la route et pas au coin de la rue et pas... Et on a tous, pas très loin. Comme tu le dis aussi, un peu conquis notre Antarctique quelque part. Ce qui est intéressant, c'est quand tu parles à des gens qui doivent animer par exemple une formation pour la première fois, ils ont l'impression d'être une forme de pas à leur place, enfin des arnaqueurs en gros, parce qu'ils disent non mais attends, sur quoi je peux former moi les gens, et en fait tout le monde ou alors t'as vraiment été un légume pendant 20 ans, mais je veux dire, quand tu travailles au quotidien, il y a des tas de choses que tu sais faire, que tu apprends à faire, sur lesquelles tu progresses, sur lesquelles tu es meilleur que d'autres, mais comme tu le disais, tu processes pas le truc parce que tu prends pas le recul. Et en fait, tu as plein de choses à apprendre aux autres et à partager. Ouais. C'est hyper intéressant. Toute personne peut apprendre énormément parce qu'on a tous des expériences différentes. Et l'expérience est extrêmement enrichissante. C'est ce qui permet de mieux se connaître, donc de mieux avoir confiance en soi. Et toutes les expériences sont très enrichissantes. Et la vie humaine, de toute façon, n'est pas assez longue pour vivre toutes les expériences. Donc le partage est extrêmement enrichissant et on a tous quelque chose à apporter aux autres. Et il faut juste en avoir conscience et avoir un peu plus confiance en soi finalement pour réaliser ce que l'on fait au quotidien et ce qui est juste énorme et qui peut être énorme aussi pour les autres. Et du coup, ta première, j'y arrive pas, ton premier marathon, c'était quand, quoi ?
Alors, mon premier marathon... C'était peut-être après, d'ailleurs, une grande course. Tu avais peut-être d'abord fait un 80 km, un éco-trail, ou je sais pas, avant un marathon. Non, j'avais fait un marathon, mais alors, le premier marathon, je l'ai fait toute seule, en fait. D'accord. C'est-à-dire que j'ai couru 42 km toute seule. C'était un moyen de me préparer à un autre marathon plus tard à New York. D'accord. Et alors ça, c'est bon, en type d'entraînement, il y a des deux écoles, hein. Soit on s'entraîne en faisant des 20 km, 30 km et en intégrant des allures marathon au sein de ces 20 ou 30 km sur des sorties de 2 heures, 3 heures. Ouais. On peut aussi reproduire la distance marathon avant l'épreuve, donc à une vitesse plus lente que le marathon. Voilà, il y a différentes écoles. C'est vrai que moi au début j'étais pas dans l'optique chrono performance, j'étais plus dans l'optique finir la distance. Donc je suis allée très vite vers il faut que je parcours 42 km et donc je les ai parcourus toute seule. Il y a un gros poids psychologique quand tu t'engages sur une première course comme ça. Moi j'ai fait plus l'approche tradie de commencer par les 20 km comme je te disais tout à l'heure, mais c'est vrai que j'ai été traumatisé d'avance à l'idée de me dire si ça se trouve je vais pas finir la course, et j'ai fait une énorme connerie, c'est que la semaine d'avant, ce qui est vraiment beaucoup trop tard, je suis allé courir 17 km ou 18 km, ce qui m'a pas empêché de finir la course, mais j'ai été complètement cramé au bout en fait. Et donc ça je l'ai compris, je l'ai fait qu'une fois, mais je l'ai compris. Mais en l'occurrence, il y a quand même un truc où quand tu commences ton premier marathon, et que tu t'entraînes autant, le fait de pas le finir, c'est quand même un peu flippant, quoi. Oui, alors après... Tu devais être rassuré de l'avoir déjà fait. Oui, après c'est vrai que je pense qu'on a toujours des peurs quand on va vers l'inconnu. Donc en l'occurrence vers son premier marathon ou quand on veut descendre un chrono qu'on n'a jamais fait. On a toujours des peurs et peu importe ce que l'on réalise, on a toujours peur. Je pense que c'est assez naturel finalement parce que c'est ce qui permet de mieux se préparer. La peur, les doutes aussi. C'est ce qui permet de ne pas être inconscient parce qu'on aurait peur de rien. C'est vrai qu'on dit souvent d'un explorateur, hein, tu as peur de rien, mais en fait non, c'est totalement faux. On a peur, on a toujours peur. Et heureusement, on a peur parce qu'on sort de ses zones de confort, parce qu'on va vers un environnement dans lequel il y a des incertitudes, parce qu'on ne sait pas comment on va réagir dans tel ou tel environnement parce qu'il est nouveau. Ça me semble assez naturel d'avoir peur. Après, tu disais que une semaine avant, tu as fait une course qui du coup a mis en danger ta compétition. Mais c'est extraordinaire ça aussi parce que tu as appris. Si on t'avait dit, il faut surtout pas courir 17 km avant de faire un 20 km, tu n'aurais pas su quelles sont les conséquences en fait de cette erreur-là. Tu te serais dit bon bah pourquoi il me donne ce conseil, c'est quelles sont les conséquences. Aujourd'hui tu sais, et je pense que l'expérience est extrêmement enrichissante. C'est pour ça que je pense aussi qu'il faut parvenir à surmonter la peur de l'échec parce que au final parfois on n'atteint pas l'objectif parce qu'on a fait une erreur, parce qu'on s'est mal préparé, parce qu'on a eu un problème de nutrition, une erreur dans la stratégie de course, une erreur dans la stratégie d'entraînement, peu importe. Il y a toujours des raisons pour lesquelles on échoue. Mais je trouve ça extraordinaire parce que à force d'échouer, tous ces petits échecs font qu'un jour, on est sûr que l'objectif sera atteint et ils sont extraordinaires. Ces échecs, ils permettent d'apprendre, ils permettent de mieux se connaître, ils permettent de mieux connaître l'environnement, ils permettent... Si on réussissait tout du premier coup, au final, est-ce qu'on saurait même pourquoi on réussit? Enfin, ça serait peut-être un coup de chance. Pourquoi on réussit si on réussit du premier coup? À force de réussir, et c'est ce qui arrive parfois à certains jeunes d'ailleurs, hein, à l'école, qui réussissent toutes leurs années sans forcément beaucoup travailler. Et le jour où la marche est un peu plus haute, où on leur dit voilà, tel objectif, tu peux peut-être espérer l'atteindre parce que tu as un véritable potentiel, ces jeunes parfois n'y croient pas parce que la marche leur semble beaucoup trop haute. Pourquoi? Parce que finalement toutes les réussites ont été tellement faciles que quand l'objectif devient un peu plus ambitieux, ça leur semble totalement irréalisable. Celui qui a eu des échecs, qui a dû se battre, qui a dû travailler, qui a dû persévérer, au final, il sait qu'il a cette force, il sait qu'il a cette capacité de persévérer. Donc même si la marche lui semble haute, et c'est ce que j'ai connu moi pour des expéditions où la marche pouvait sembler totalement inatteignable, mais à force de travailler, à force de persévérer, quand t'as connu que ça, quelque part, tu sais que à force de travail, tu vas atteindre aussi cette marche qui est très très haute. Donc les échecs, je pense qu'il faut alors on en a peur, hein, ça c'est moi j'ai peur des échecs, c'est naturel, mais je pense qu'il faut surmonter cette peur et aller de l'avant parce qu'on apprend et on apprend aussi quand on échoue. Sachant que sur ce point précis, et après je reviendrai sur les très longues distances, mais
la difficulté, je trouve, dans ces entraînements qui sont très denses, comme tu les fais, dans une certaine mesure, les marathoniens ou tout ce qui est triathlon, moi, que j'aime beaucoup, cette dernière semaine, ces 10 derniers jours, en tout cas après tant d'entraînement pendant tant de mois, où t'as pas envie d'arrêter. Enfin, je veux dire, non seulement t'as pas envie, mais en plus te dire, faut que j'arrête pour me reposer, pour être en forme. Il y a un moment où tu te dis, ça va pas marcher. Enfin, t'as l'impression d'être coupable en fait, et tu te dis, je vais me foirer parce que je me suis pas entraîné assez à la fin, alors que c'est très important. C'est vrai. Alors la période d'affûtage, elle est effectivement extrêmement importante. Alors elle est importante pour quelqu'un qui s'est bien entraîné. C'est-à-dire que si tu as eu un entraînement de 8 semaines bien réalisé pour un marathon, effectivement, il faut respecter une période de 2 semaines d'affûtage. Si tu t'es entraîné un peu à la dernière minute, l'affûtage, c'est les 2 dernières semaines avant la course, ouais. où tu cours, mais de manière moins intensive et avec un kilométrage beaucoup moins important que les semaines précédentes. Par contre, je donnerais pas ce conseil-là à quelqu'un qui s'est moins entraîné, c'est-à-dire quelqu'un qui est venu tardivement à l'entraînement, qui a juste envie de terminer la course et qui a pas forcément fait un entraînement suffisant. Je lui donnerais peut-être pas le même conseil en termes de période d'affûtage. C'est différent d'un athlète à l'autre et c'est différent en fonction de l'entraînement que l'on a eu. Enfin bon. C'est ça qui est hyper compliqué quand même, parce que entre l'entraînement, des gens qui vont te dire faut faire du volume, il y a que ça de vrai. Des gens qui vont te dire faut faire de l'intensité, faut plutôt sur un entraînement de tri ou même de marathon, vaut mieux aller faire les courses, les marches à Montmartre X fois plutôt que de faire du volume n'importe comment. D'autres qui vont te dire faut faire du fractionné sur la nutrition, mais c'est de la folie. C'est-à-dire que il y en a qui vont te dire faut rien manger, il y en a qui vont te dire faut manger des féculents tout le long et puis faut arrêter 3 jours avant. Enfin, je veux dire, tu lis tout et son contraire, et moi, j'y comprends rien, quoi. Rien du tout. Alors, en fait, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que c'est vrai aussi dans les expéditions, on te dit beaucoup de choses. On te dit il faut. Et je parle de gens qui ont réussi tous des trucs de fou, en fait. Oui, mais en réalité, le partage d'expérience est extrêmement enrichissant, mais je crois qu'il faut aussi développer sa propre expérience des choses. Et il faut pas que le partage d'expérience nous inhibe et nous empêche d'agir ou d'avoir confiance en soi. Et c'est vrai que dans le running aujourd'hui, c'est une discipline qui est extrêmement à la mode. Donc on en parle beaucoup, que ce soit dans les magazines, sur les réseaux sociaux, dans les podcasts ou autres. Et on peut parfois être inhibé ou avoir peur de ne pas atteindre un objectif ou de ne pas s'être correctement entraîné, parce que à force d'entendre des choses, des expériences des uns et des autres, on peut se dire mais est-ce que finalement je suis suffisamment prêt? Est-ce que j'ai fait le bon choix? En réalité, je pense qu'il faut aussi expérimenter beaucoup de choses. Et à force d'expérience, on se rend compte que ce qui va marcher pour un athlète, un athlète va peut-être faire plus d'intensif qu'un autre, un athlète va peut-être faire plus de kilométrage qu'un autre. Oui, certes, ça marche sur lui, mais moi, mon corps est différent et donc ça ne fonctionnera pas pour moi. Et c'est vrai aussi en matière de nutrition, on a tous une nutrition complètement différente sur des courses ultra-distance. Il y en a qui peuvent plus manger de sucré au bout d'un certain nombre de kilomètres, d'autres qui peuvent manger du sucré jusqu'à la fin, certains qui ne peuvent pas s'alimenter en solide, d'autres oui. En fait, on est tous différents et je pense qu'à force d'expérience, on apprend justement à savoir ce qui nous convient mieux. Et c'est pourquoi j'accorde beaucoup d'importance à l'expérience. Moi, je me serais jamais lancée, vous savez, quand je me suis lancée à travers l'Antarctique, on est très peu aujourd'hui à avoir traversé le continent antarctique, on est 30. Il y a des personnes comme Reinhold Messner, des personnes comme Jean-Louis Etienne, des personnes comme Mike Horn. Si j'avais écouté tout ce qui était raconté, je me serais dit, mais en tant que femme, toute petite, non, tu peux pas faire ce projet. Si j'y suis allée, c'est qu'à un moment donné, je me suis détachée aussi de tout ce qui était raconté. Alors, on raconte un peu moins de choses sur l'Antarctique parce que c'est moins connu que le running, mais je crois qu'il faut appliquer aussi ça sur le running. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont racontées, mais c'est pas parce que vous faites pas les marches à Montmartre ou c'est pas parce que vous avez pas mangé tel ou tel aliment que vous allez pas réussir votre course. Il faut apprendre à force d'expérience à déterminer ce qui pour vous va fonctionner ou pas, et finalement écouter peut-être un conseil, 1 ou 2 personnes, mais ne pas trop s'éparpiller, parce que finalement, s'éparpiller trop, parfois ça peut vous inhiber aussi. Il faut juste avoir cette confiance en soi, et la confiance en soi, elle vient vraiment de l'expérience. Donc, accorder de l'importance au partage d'expérience, c'est vrai.
Par exemple, quand je suis partie en Antarctique et que j'ai pu échanger avec d'autres explorateurs, certains d'entre eux m'avaient dit, tu verras sur les courses très longues, quand on dépasse 30, 40 jours, on a très très faim quand on part à ski sans voile de traction. Ce qui est fou, c'est qu'avec Stéphanie, quand on parle de courses très longues, c'est 30, 40, qu'est-ce qu'elle va dire ? Jour, d'accord. Bientôt ce sera mois ou semaine, je sais pas, mais d'accord. Mais après, ça s'applique dans tous les cadres, et notamment professionnels, familiaux, dans tous les objectifs, même sportifs. Donc, peu importe. pardon, je t'ai coupé parce que 30-40 jours, après 30-40 jours, tu disais... Alors, certains explorateurs me disaient, tu verras, on a très faim quand on part à ski sans voile de traction. La problématique, en fait, c'est le poids du traîneau. Parce que si on prend davantage de calories, il faut davantage d'énergie pour le tracter, et c'est un cercle vicieux. Donc, on a toujours très, très faim. Et il me disait, la faim, je peux pas te la décrire parce que c'est une expérience, c'est unique qu'il faut vivre pour comprendre. Mais le fait qu'il me partage cette information m'a permis, moi, de me préparer en sachant qu'il y avait ce risque-là, et donc d'ajuster certains éléments de ma préparation et en prenant en compte ce risque. Maintenant, donc ça a été utile, ce partage d'expérience. Maintenant, j'ai pu comprendre ce qui se passait qu'en le vivant moi-même. Et c'est vrai aussi pour le running, on va me donner tout plein de conseils, mais au final, il va falloir que je vive moi-même l'expérience pour comprendre, par rapport à mon corps, à ma façon de réagir, ce que tel ou tel conseil, en quoi ce conseil a du sens, pourquoi il faut que je l'applique ou pas. Il faut vivre les expériences vraiment et avoir confiance en soi. Et la confiance, elle vient de... Plus on vit ces expériences et plus on acquiert confiance en soi. Parce que aujourd'hui, si je peux me lancer dans des expéditions extrêmes ou autres, c'est parce que j'en ai fait certaines et que je me suis dit, t'as fait des expéditions... Indescriptible, toi, t'as confiance en toi, le taux de confiance en toi, je pense qu'il est genre, il pète tous les plafonds. Alors, mais dans certains domaines, parce que dans d'autres domaines où j'ai moins d'expérience, j'aurais nécessairement moins de confiance. On a confiance en soi dans des domaines dans lesquels on a expérimenté des choses. Dans les domaines dans lesquels on n'a pas expérimenté, on a nécessairement moins de confiance, et pour gagner en confiance, il va falloir aller vivre certaines expériences. Mais je pense que voilà, il faut partager, mais prendre du recul aussi par rapport au partage avec les autres. Demain, je te dis, là, donc t'as fini quand ta course, tes 24 heures là, c'était quand ? C'était il y a 2 jours. C'est bien, pourquoi, oui, d'accord, j'ai parfois du mal à donc, m'exprimer durant ce podcast. Il y a 2 semaines. Et j'en suis vraiment désolée. Très bien, je te rassure. Donc demain, non, mais si je te dis dans 2 semaines, au moment où les gens écoutent ce podcast, si je te dis ou un mois, là tu vas faire un UTMB, un Ultra Trail du Mont Blanc, tu peux le faire. Alors oui, sans mode juste le finir, quoi, tranquille. Oui, je peux le faire, oui. Après, c'est vrai que aujourd'hui, je m'attache un peu plus à la performance, en tout cas dans le cadre de compétition. Donc du coup, l'UTMB est une course qui m'intéresse. Je la ferai probablement à un moment donné où tu l'as jamais faite, d'accord. Alors non, parce qu'en fait, je suis plutôt sur les courses avec peu de dénivelé pour pouvoir courir toute la distance. C'est ça qui m'intéresse. Okay. Actuellement, parce que je pense déjà à l'UTMB, peut-être dans une autre, vie de sportif sur ultra distance, mais sur un autre type de format. J'avais pas réalisé que t'étais plat entre guillemets. Ouais, sur des courses. Alors là aussi, c'est une idée reçue. On a l'impression que le dénivelé est plus compliqué que l'absence de dénivelé. Mais ça, c'est encore une idée reçue. C'est vrai qu'on parle beaucoup plus des courses comme l'UTMB parce qu'elles font, en France en tout cas, on en parle beaucoup plus parce qu'elles font plus rêver, parce que ça fait référence à la montagne, etc. Il y a le côté oxygène aussi un peu. Voilà. Tout ça, ouais. Mais en réalité, les courses sans dénivelé sont extrêmement difficiles aussi parce que pour pouvoir les gagner, il faut courir toute la distance. Donc c'est encore un autre type d'entraînement. On n'a pas ces phases de marche où on peut manger, par exemple, s'alimenter. Donc en termes de digestion, c'est un peu plus compliqué à gérer. Et puis sur certaines courses, il y a plus de monotonie parce que le paysage forcément varie un tout petit peu moins. Donc il faut le gérer d'un point de vue mental. Et généralement, les athlètes qui réussissent les compétitions de course sur ultra-distance sans dénivelé ne sont pas les mêmes que ceux qui réussissent des compétitions avec dénivelé parce qu'on s'entraîne pas de la même manière tout simplement et donc on rencontre pas les mêmes concurrents. Voilà. C'est marrant ce que tu me dis sur la monotonie. Je pensais pas que ça pouvait affecter un athlète de haut niveau. Enfin, on m'a parlé récemment du marathon du Mont Blanc où on me racontait qu'en gros quand tu pars tu vois le Mont Blanc et quand tu arrives tu vois le Mont Blanc et en gros tu le vois de A à Z et que c'est quand même hyper compliqué parce qu'en fait il y a ce truc où tu t'as pas ce petit je sais pas, cette petite colline à passer où tu découvres un truc derrière où tu vois, et c'est vrai que
Je pensais pas que c'était un truc qui pouvait t'affecter réellement. Alors, pour pas que ça, pour pouvoir surmonter cet obstacle, un des éléments que j'utilise et qui peut être utilisé aussi dans la vie professionnelle, la vie entrepreneuriale, c'est la visualisation. C'est-à-dire qu'avant de partir sur une course, je visualise, par exemple, ce type d'obstacle, c'est-à-dire la monotonie. Je visualise que je vais être confrontée à cet obstacle-là, de manière à pouvoir le surmonter plus facilement. Je visualise aussi que je vais devoir courir la nuit, que je vais devoir courir avec peu de luminosité, que je vais devoir courir peut-être sous la pluie, que je vais avoir des douleurs au mollet, des crampes, des douleurs sous la plante des pieds. Je visualise en fait tout ce type d'obstacles que l'on rencontre sur une course d'ultra-distance. Et quand je suis face à l'obstacle, ça me permet de l'accepter plus facilement. Et quand on accepte un obstacle, on a déjà fait 50% du chemin. Mais ça veut dire quoi le visualiser? Enfin, je veux dire que concrètement, tu sais quoi, tu te mets la veille ou 10 jours avant et c'est une méditation? C'est une forme de méditation, ouais. Alors, 10 jours avant pour une course, pour l'Antarctique, c'était plusieurs mois et voire plusieurs années. Ouais. Des visualisations qui m'ont même amené dans des situations même où je pleurais parce que je me voyais en plein milieu d'un désert gelé à moins 50 degrés, à avoir très froid, sans aucun confort. J'ai pas eu de douche pendant 3 mois quand j'étais en Antarctique, sans hygiène, dans des situations absolument extrêmes où j'avais faim, où j'ai eu une rage de dents pendant 1 mois, enfin des choses assez compliquées à gérer. Et en fait, le fait de le visualiser, parce qu'on dit souvent mais c'est compliqué de trouver le financement pour ce type de projet, ça prend du temps, etc. Mais en fait, c'est une chance que ça prenne du temps. Parce que pendant tout ce temps, quand vous préparez un projet pendant 3 ans, vous avez le temps de vous projeter dans le fait que vous serez en Antarctique pendant 3 mois, dans des conditions extrêmes. Et tout ce temps-là de projection, il est important parce que finalement, quand on parle de ce type de projet, on s'imagine du jour au lendemain projeté en plein milieu de l'Antarctique. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. En fait, on n'est pas projeté du jour au lendemain en plein milieu d'un continent désert et gelé. En fait, on a travaillé ce projet, on s'est imaginé, on s'est vu en plein milieu du continent antarctique, mais on a vu ce projet-là pendant des mois, pendant des années, et c'est ce qui vous permet, finalement, quand vous êtes confronté à ces obstacles, de mieux les surmonter. Donc on n'est pas là du jour au lendemain. Quelqu'un qui aurait le financement, qui aurait à qui on dirait voilà, tu me rejoins, tout est prêt, tu n'as plus qu'à prendre l'avion et à me rejoindre, il aurait des difficultés sur place parce qu'il n'aurait pas eu tout ce moment de préparation mentale. C'est comme la paternité. Les 9 mois de grossesse, oui, c'est le truc qui te fait réaliser. Non, je pense que c'est un peu la même chose, effectivement. Ouais, il y a un peu ce côté, si demain je te dis, demain t'as un gosse qui arrive chez toi, je vais te dire, c'est la même chose. En réalité, c'est la même chose aussi dans un projet entrepreneurial, c'est la même chose dans un objectif ambitieux, dans une course. Quand tu prépares ton marathon ou ta course, tu te vois justement à tel ou tel kilomètre en train de devoir gérer soit un souci d'hypoglycémie, soit une allure que tu trouves un peu compliquée après avoir déjà parcouru 15 kilomètres. Et il faut le voir tout cela avant pour pouvoir mieux le gérer sur le moment présent. Quand tu pars en Antarctique, je voudrais que tu m'expliques, ça m'a intrigué tout à l'heure, la faim. Et tu parles plus souvent d'hypoglycémie, mais quand tu pars en Antarctique, donc sur... Je suis partie 3 mois. 3 mois. Donc, quelle distance au total, tu m'as dit, je l'ai noté? J'ai parcouru 2045 km. 2045 km. Alors déjà, donc tu as une assistance permanente, tu as des gens qui te suivent? Alors non, en fait, ce que je fais quand je pars en expédition, c'est que je monte une équipe. Ouais. C'est-à-dire des personnes avec lesquelles on va réaliser l'expédition. Ouais. Donc on est en équipe, mais on est isolé. Okay. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, en Antarctique, on communiquait nos coordonnées GPS tous les soirs à une base scientifique qui avait nos coordonnées GPS et qui pouvait, dans le cas où, ça c'était théorique, mais dans le cas où l'un d'entre nous était blessé, accidenté ou bien ne pouvait plus continuer l'expédition, envoyer un bimoteur sur les derniers, au dernier point GPS communiqué. D'accord. Tout ça est théorique. Pourquoi ? Parce que si les conditions météo sont mauvaises, le bimoteur ne peut pas voler. Et on l'a vu en début d'expédition, on a attendu 7 jours avant de pouvoir être déposé sur les bords du continent parce que justement les conditions météo ne permettaient pas à un avion d'atterrir. Pendant 7 jours. Donc... Voilà. Donc il y a une procédure de secours qui est mise en place, en tout cas qui est évoquée, qui est contractualisée, etc. Mais tout ça est théorique sur le terrain. On sait qu'on peut malheureusement
y rester. C'est ce qui s'est produit avec Henry Worsley une année après notre expédition. Malheureusement, c'était un explorateur britannique qui partait sur une expédition de 2000 km à ski sans voile de traction et qui est décédé après avoir parcouru 1400 km. Donc c'est des risques que l'on prend quand on part sur ce type d'expédition. On sait qu'on peut ne pas en revenir. Voilà, donc c'est une des raisons pour lesquelles ce type d'expédition est extrêmement engagé. On est en dehors de la compétition organisée. Donc c'est vraiment très différent de la compétition qui reste quand même très exigeante. Quand on fait 200 km, quand on fait un marathon, quand on fait une course d'ultra-trail, on est dans un format de course qui est exigeant de par la préparation que cela nécessite. Quand on est en expédition, il y a une part supplémentaire de risque du fait qu'on est en dehors de la compétition organisée. Mais donc vous êtes plusieurs, mais en autonomie totale. Exactement. Donc il n'y a pas de ravitaillement. Si, alors par contre, ça dépend des expéditions. J'ai fait des expéditions sans ravitaillement et j'ai fait des expéditions avec ravitaillement. En l'occurrence, en Antarctique, j'ai organisé des ravitaillements parce que la distance était très longue et que l'on partait en ski sans voile de traction. Donc, qu'est-ce que ça veut dire à ski sans voile de traction ? Ça veut dire que on tracte son traîneau et que l'on est à 3 km/h. La distance était tellement longue à 3 km/h que pour rendre l'expédition réalisable, il fallait nécessairement des ravitaillements. La seule personne qui l'a tenté sans ravitaillement est malheureusement décédée. C'était le cas d'Henry Worsley qui voulait réaliser un record du monde sans ravitaillement, donc aller encore au-delà de ce que nous avions réalisé. Et malheureusement, ça n'est pas passé, tout simplement pourquoi ? Parce que le traîneau est trop lourd et donc on va encore plus lentement et donc c'est pas réalisable dans les délais qui sont impartis, qui sont toujours des délais liés à l'été austral. C'est-à-dire qu'on réalise ce type d'expédition pendant l'été austral parce qu'en dehors de l'été austral, il n'y a plus aucun avion en Antarctique, il n'y a plus aucun moyen d'être rapatrié et c'est la nuit polaire ensuite. Donc les ravitaillements, c'est moi qui les organise. Ça veut dire que je décide à quel endroit j'aurai un ravitaillement, quelle nourriture, quelle quantité de nourriture, etc. Et puis un avion vient larguer ces ravitaillements à un point, des coordonnées GPS qui sont plus ou moins précises en fonction des lieux. Donc ça aussi, parfois c'est un peu compliqué de les récupérer, mais en tout cas l'objectif c'est de les récupérer. Après, il est possible aussi, et c'était le cas au début du XXe siècle, ce que faisaient les premiers explorateurs qui allaient au pôle Sud, c'est qu'ils se faisaient eux-mêmes leur propre ravitaillement, c'est-à-dire qu'ils faisaient un aller-retour au pôle Sud, de façon à pouvoir, sur le chemin de l'aller, déposer leurs vivres et les récupérer sur le chemin du retour. Et puis malheureusement, on connaît l'histoire de Scott, il était le second à arriver au pôle Sud géographique, après Amundsen, et donc toute l'équipe a été extrêmement désemparés parce qu'ils n'étaient pas les premiers et à l'époque c'était très important d'être les premiers pour atteindre le pôle sud géographique. Ils n'étaient pas les premiers et donc ils ont été complètement désemparés et je pense que d'un point de vue mental ils étaient assez affectés et on sait que le mental est extrêmement important sur ce type de projet. Ça peut vous faire tenir aussi, surtout quand vos défenses physiques sont amoindries. Et ils sont décédés à 18 km de leur dernier dépôt de vivres. Donc ils avaient un ravitaillement à 18 km, ils n'ont pas pu l'atteindre. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup. C'est-à-dire que à 3 km/h, finalement, 18 km, ça fait 6 heures. Surtout quand on est très affaibli, quand on manque de nourriture, Alors nous, on a eu un souci aussi de ravitaillement où le ravitaillement devait être plus proche. En fait, on s'était trompé dans les coordonnées GPS que l'on avait communiquées et le ravitaillement a été plus loin que ce à quoi on s'attendait. Et donc, on a passé plusieurs jours. Alors, heureusement, c'était en début d'expédition. On a passé plusieurs jours sans nourriture. C'est-à-dire qu'on n'avait plus de ravitaillement. On n'avait plus rien dans le traîneau. C'est quoi la fin ? Enfin, à ce point-là, est-ce que tu dis qu'ils ne pouvaient pas te le dire, mais en fait, c'est difficile à décrire. Ouais. Comme toute expérience, c'est des choses qui se vivent plus qu'elles ne se racontent. Alors, ce qui est compliqué, c'est vrai, toute expérience, même dans la vie quotidienne, des expériences qui sont très très fortes et on parvient à les partager qu'avec les personnes qui ont vécu la même chose et il faut attendre de l'avoir vécu pour comprendre réellement ce que c'est. Et la fin fait partie de ces expériences un peu compliquées à raconter. C'est-à-dire la fin, elle vous réveille en pleine nuit, alors que vous dormez déjà que 5 heures par nuit et que vous êtes extrêmement fatigué par une expédition extrêmement, dans lesquelles vous faites beaucoup d'efforts physiques. 70 heures de sport par semaine, c'est quelque chose qui ne m'est plus arrivé
par la suite. C'est extrême, 70 heures. Quand vous êtes sportif de haut niveau, vous faites 20 heures, 30 heures, voire 35 heures de sport par semaine, mais pas 70. Donc 70 heures, c'est extrêmement prenant et extrêmement épuisant. Mais la fin finit quand même par vous réveiller en pleine nuit parce que ça prend le dessus sur le manque de sommeil. Vous avez l'impression que votre estomac est complètement vide, c'est-à-dire que vous le ressentez. Vous êtes obsédé par ça, vous y pensez tout le temps. Vous avez du mal à calculer. Tous les soirs, on faisait notre stratégie de course du lendemain. Donc, tout simplement réfléchir au nombre de kilomètres à parcourir, au nombre d'heures à marcher pour pouvoir atteindre l'objectif dans les délais. Mais même ces calculs qui sont très simples, très basiques, des calculs de distance et d'heures de course par rapport au nombre de kilomètres qu'on est capable de faire durant 1 heure, etc. Même ces calculs qui sont basiques, quand vous avez faim, vous n'arrivez plus à les faire parce qu'en fait, vous perdez certaines capacités intellectuelles. Enfin voilà, même des 2+2, vous n'êtes plus capable de le faire. Et vous pensez à la nourriture tout le temps. C'est-à-dire que vous voyez certaines vagues de glace. En Antarctique, il y a des vagues de glace qui sont formées par le vent et qui sont tout autour de vous, il faut parfois d'ailleurs aussi franchir au risque de casser les skis, donc les unes après les autres. Mais ces vagues de glace, en fait, vous imaginez que ce sont des meringues, des gâteaux. En fait, vous êtes obsédé par la nourriture, vous pensez qu'à ça. Et ça a tout un tas de conséquences en fait sur le corps, des carences aussi, des carences en oligo-éléments qui sont très fortes, des hypoglycémies, des moments de très gros vertiges. Enfin. Et ce qui est fou, c'est que t'es quand même un tout petit gabarit, quoi. Ouais, mais ça veut rien dire. Voilà, c'est la question que j'allais te poser. Est-ce que du coup, avant une course comme ça, enfin une course ou une expérience, une expédition comme ça, tu te dis, je vais manger un peu plus, est-ce que tu dois Alors tu manges plus, c'est-à-dire que tu fais plus de réserves de gras, mais en même temps il faut être toujours athlétique, c'est-à-dire capable de réaliser l'effort physique, parce qu'il y a des corps qui ne sont pas faits pour grossir et mon corps en fait partie, c'est-à-dire que j'ai beau absorber beaucoup de calories, il n'est pas fait pour grossir et si j'en absorbe trop, je vais pas être bien physiquement, donc je vais être malade et donc pas en état de pouvoir faire un tel effort physique. Ça aussi, c'est des discussions qu'on a eues avec d'autres explorateurs qui avaient des corps, des morphologies complètement différentes et qui étaient finalement pour lesquels non, pour faire une expédition il faut avoir tel corps, enfin ils avaient des principes un peu comme ce que tu énonçais tout à l'heure sur le running. Et j'en ai rencontré d'autres qui avaient un corps d'ultra trailer plutôt fin et qui ont réussi aussi des expéditions en Antarctique, en Arctique. Donc il y a pas de règles, il y a vraiment pas de règles. Il faut à un moment donné avoir aussi confiance en soi et voilà. Mais c'est vrai que en fait la difficulté quand on a un petit gabarit, c'est la difficulté que moi j'ai connue ou que des explorateurs comme Jean-Louis Etienne ont pu connaître. Jean-Louis Etienne est un homme mais a aussi un tout petit gabarit, des tout petits et très fins. La difficulté que l'on a quand on a un petit gabarit, c'est que le poids du traîneau est toujours plus lourd que son poids de corps. Moi, dans toutes les expéditions, le poids du traîneau a toujours été plus lourd que mon poids de corps. Donc ça, c'est la difficulté que je dois préparer, que je dois visualiser. Je m'entraîne à tracter des pneus sur le sable pour pouvoir préparer ce type d'expédition. Mais c'est la difficulté que je rencontre parce que le poids du matériel, lui, est toujours le même. Voilà. Donc, il faut que je fasse avec cet obstacle-là et je fais avec. Voilà. Parce que c'est important. C'est vrai que j'allais dire une chose, c'est que j'ai découvert que sur des distances, on va dire semi-longues ou courtes pour toi, mais longues pour moi. Alors moi, j'ai pas du tout le même typologie de gabarit que toi. Je suis plutôt assez athlétique, mais quand tu perds du poids, il y a quand même un avantage. C'est-à-dire que quand tu traînes 4 kilos de moins sur un marathon, 5 kilos de moins, je veux dire, toi, je vois pas comment tu pourrais perdre 5 kilos, mais en l'occurrence, tu le sens bien, quoi. C'est-à-dire que tu as l'impression de voler en vélo, en natation, en course à pied. Dès que tu perds du poids, voilà. Toi, là, dans ce que tu décris, tu ne portes pas que ton poids. Donc finalement, avoir un gabarit athlétique peut devenir de temps en temps un peu un avantage en termes de puissance et de traction, quoi. Oui, en tout cas, c'est sûr que en matière d'expédition polaire, on parle souvent des poids des traîneaux parce que c'est un milieu d'hommes, l'exploration. Alors souvent on compare les poids des traîneaux à je traînais 80 kilos, 100 kilos. Je trouve ça en réalité très ridicule parce que ça dépend vraiment du poids de corps aussi de l'homme qui porte et on le
voit aussi en course ultra. En course ultra, on a un sac à porter avec un matériel obligatoire, mais il est vrai que ce poids-là à porter ne représente pas la même chose pour un homme qui pèse 70-80 kilos que pour une femme qui en pèse 45. Pour celle qui en pèse 45, ça va forcément être un obstacle supplémentaire dans la vitesse. Bon, voilà, c'est ce type de paramètres qu'il faut prendre en compte aussi sur une expédition. Donc, c'est pas tant le poids du traîneau qui est important, c'est plutôt le ratio, c'est-à-dire quel est le Bien pourcentage du poids de corps. Sachant que est-ce que quand tu pèses moins lourd, tu manges moins? Est-ce que tu traînes moins de bouffe et moins de... Est-ce que tu as un traîneau plus léger ou pas forcément? Non, tu n'as Parce pas qu'il de y a traîneau. le poids du traîneau en soi, mais ce qu'il y a dessus, non, tu restes... Non, en fait, sur une expédition, là en l'occurrence, une expédition de 3 mois, il faut compter 1 kilo pour la nourriture par jour et par personne. 1 kilo en comptant le fuel, donc l'essence, qu'on fait fondre de la glace avec un réchaud, 0,2 litres par jour, par personne. Donc ça représente 1 kilo. Tu fais fondre de la glace? On fait fondre de la glace pour pouvoir s'hydrater et manger, donc manger des lyophilisés. Ok. On réhydrate la nourriture. Ok. Voilà. Donc il faut compter 1 kilo et ce poids-là ne dépend pas du poids de la personne. Moi j'ai besoin aussi de beaucoup d'énergie, j'ai besoin de manger aussi beaucoup et en expédition aussi. Et voilà, donc le poids de la tente, le poids du réchaud, le poids du matériel, le poids des vêtements. Alors les vêtements sont un tout petit peu plus petits, donc peut-être qu'on gagne un peu là-dessus. Mais non, la difficulté, oui, quand on a un petit gabarit, c'est effectivement le poids du traîneau, ouais. C'est, je pourrais parler des heures, j'ai 12 000 questions sur le... en 2 secondes, curiosité, le matériel obligatoire, c'est quoi sur tes courses d'ultra? Sur des courses d'ultra trail, le matériel obligatoire, généralement, c'est de l'eau. Donc, il faut au minimum 1 litre ou 1,5 litre. Ça dépend des courses. C'est des frontales. Donc, parfois, il en faut qu'une, parfois, il en faut 2. Ça dépend des courses aussi. Des piles de rechange pour les frontales ou des batteries de rechange. Des couvertures de survie. Ouais. Tout ce qui est pansement, tout ce qui... les sifflets aussi sont des matériels obligatoires. Les gobelets aussi pour prendre de l'eau ou du coca sur les ravitaillements. Parce que généralement, ils fournissent pas... Ils ont bien raison de gobelets en plastique, donc on a chacun notre gobelet que l'on peut réutiliser d'un ravitaillement à l'autre. Voilà, tout ça c'est le matériel obligatoire et au final, quand la veste aussi, la veste Gore-Tex pour les courses en montagne, quand on a tout ce matériel obligatoire, les gants, les bonnets, ça peut faire très très lourd dans un sac. Donc après, à force de faire des courses, on essaye d'alléger au maximum, de prendre des gobelets qui sont un peu plus légers. Donc là aussi, tu parlais tout à l'heure de partage d'expérience. Il y a énormément de forums sur chacun partage son expérience sur le matériel le plus léger possible, etc. Mais bon, là aussi, je pense qu'il faut se construire sa propre expérience, tester des choses et il faut tester. Mais alors après, c'est vrai que le test prend du temps et donc il faut finalement la frustration que l'on peut ressentir dans toutes les expériences de la vie, que ce soit professionnelle ou sportive, c'est des frustrations liées au temps, je pense surtout, parce que quand on a un échec, qu'est-ce qui se passe? On peut refaire la course, on peut retenter la création d'entreprise, on peut retenter le projet, mais on a l'impression d'avoir perdu du temps. En réalité, c'est pas une perte de temps, c'est juste une accumulation d'expérience et un jour l'objectif sera atteint, mais c'est juste que ça sera pas aujourd'hui, ça sera un tout petit peu plus tard. Et quand on est libéré finalement de cette question de temps, on voit les choses différemment. Il faut accepter parfois, je pense, que ça prenne un peu plus de temps. Et oui, c'est sûr que les premières courses d'ultra-distance, elles sont généralement pas réussies parce qu'on fait plein d'erreurs. On fait des erreurs dans la nutrition, dans la stratégie de course, on n'est pas content du résultat, ça marche pas. On sent qu'on avait un potentiel, qu'on n'est pas allé au bout du potentiel que l'on pouvait exploiter. Mais ça fait partie de l'expérience. On peut pas réussir la course dès la première fois. Si on le réussit dès la première fois, c'est que peut-être on a un potentiel encore plus immense et alors on pourrait aller encore plus au-delà sur la deuxième fois. Et je pense que personne ne réussit du premier coup, sauf justement à avoir fait des courses tout seul dans son coin, des courses de répétition, et de façon à pouvoir réussir le jour J dans la compétition organisée. Mais là encore, c'est un autre cas, peut-être des athlètes qui sont entraînés et qui répètent la course du jour J tout seul avec leur coach ou autre en amont. Mais quand j'entends tout ça et tous les murs que tu as à franchir, à chaque fois les difficultés,
l'abandon, c'est quand même un truc qui vient. Alors peut-être qu'il y a des courses sur lesquelles c'est moins facile. Je veux dire, quand t'es au milieu de l'Antarctique, l'abandon il est peut-être moins évident. Tu le disais tout à l'heure qu'ailleurs. C'est-à-dire qu'il y a un moment, de toute façon, il te passe par la tête et puis il s'en va parce que le temps que l'avion arrive, voilà. Ouais. Mais je veux dire, dans toutes les autres courses, quand tu pousses tout ça, c'est des choses qui te viennent en tête quand c'est trop dur, quand t'as trop faim, quand t'as l'hypoglycémie, mis à part les blessures. Que tu chasses, c'est un truc contre lequel tu te bats ? C'est une très bonne question. Déjà, le point que tu évoques au début est très intéressant, c'est que l'abandon, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que sur certaines courses, ne serait-ce que quand tu pars sur un GR par exemple, il te reste 20 km à parcourir, t'es au milieu de nulle part, t'as pas d'autre choix que de continuer, de faire ces 20 km. Et ça, c'est extraordinaire parce qu'après, quand tu le répercutes sur la vie quotidienne, tu te rends compte que tu es beaucoup plus fort, beaucoup plus persévérant parce que tu t'es retrouvé dans des situations où de toute façon, tu n'avais pas d'autre choix que d'avancer. Et en l'occurrence, en Antarctique, effectivement, il y a des moments où tu n'as pas d'autre choix que d'avancer. Alors après, sur la question des compétitions organisées ou même des expéditions, est-ce que l'envie d'abandonner, elle me vient à l'esprit ? En fait, aujourd'hui, elle me vient de moins en moins à l'esprit, enfin même jamais, parce que quand tu prépares énormément un projet, tu as mis trop d'énergie sur ce projet, tu as une envie qui est tellement forte que l'abandon n'est pas possible en fait. Quand tu as préparé un projet pendant 3 ans, t'es au milieu du gué. Quand tu as travaillé pendant 2 ans dans une classe prépa avant de passer tes concours pour l'école, t'as déjà passé 2 ans sur ce projet. Quand tu es allé très loin dans ta création d'entreprise, t'as déjà passé plusieurs mois, plusieurs années. Et donc l'abandon n'est plus possible parce que t'as envie de continuer, parce que t'as déjà mis trop d'énergie. Et je crois que quand l'envie est très forte, on n'abandonne pas. Alors, je pense que aujourd'hui j'ai moins envie d'abandonner aussi ou j'ai même plus envie d'abandonner parce que je l'ai vécu une fois sur une course, un abandon au bout de 140 km. Je n'avais pas visualisé certaines choses, notamment certains obstacles, des douleurs aux jambes, etc. Et au moment où j'ai abandonné, je n'avais pas de blessure, j'étais bien positionnée dans la course et j'ai abandonné. Au moment où j'ai remis mon dossard, dans les secondes qui ont suivi, j'ai regretté en fait cet abandon. Mais je ne pouvais plus faire marche en arrière, c'était terminé. Et donc, pourquoi tu remets ton dossard ? Je veux dire, c'est symbolique, mais pourquoi tu te poses pas et t'attends pas 10 minutes ? Enfin, je sais pas. Parce que sur ce moment, j'ai décidé d'abandonner. D'accord. Donc j'abandonne, je remets mon dossard. C'est trop dur, t'es à un ravitaillement ou un endroit. Voilà, donc je remets mon dossard. À 140 km. À 140 km. En fait, cet abandon-là, il vous lâche jamais. C'est-à-dire que toute votre vie, vous dites, mais pourquoi ce jour-là, j'ai arrêté ? Il n'y avait pas de raison, il n'y avait pas de douleur, enfin si, il y avait des douleurs, mais il n'y avait pas de blessure, il n'y avait pas de blessure qui m'empêche de continuer. Et c'était pas une première fois. Positionnée. T'avais déjà fait des courses comme ça ? J'avais déjà fait des courses comme cela, mais il y avait une certaine douleur sous la plante des pieds que je n'avais jamais vécue auparavant. Et donc je n'avais pas visualisé cet obstacle-là. Et donc pour moi c'était infranchissable, parce que bien souvent les obstacles ils nous semblent infranchissables, mais ils sont franchissables. Objectivement ils le sont, mais ils nous semblent infranchissables sur le moment. Et donc la montagne me semblait trop haute et je me suis dit t'abandonnes. Et en fait les souffrances que l'on ressent, les regrets sont bien plus lourds à porter que les souffrances que l'on peut ressentir quand on continue, quand on persévère, quand on atteint l'objectif, ou même parfois on persévère, on l'atteint pas parce qu'on a fait certaines erreurs. Mais ces souffrances-là liées à l'abandon, elles sont plus difficiles à porter. Aujourd'hui, c'est marrant, j'ai atteint un vrai traumatisme. Hein. Oui, c'est un traumatisme, effectivement. Parce que par exemple, j'ai atteint l'objectif sur ma traversée de l'Antarctique. J'ai traversé l'Antarctique de 1045 km. J'ai vécu des moments très compliqués, des moins 50 degrés, une toile de tente qui se déchire, une rage de dents pendant un mois. Mais aujourd'hui, j'amenuise en fait ces obstacles. Pourquoi ? Parce que je me souviens surtout de ma persévérance et du fait d'avoir atteint l'objectif et du fait d'être allé au bout de ce que j'avais envie de faire. Et c'est ça que je retiens surtout. Quand je réussis une course, quand je vais au bout d'une course, je retiens surtout que j'ai persévéré, que j'ai continué. Alors peut-être que le résultat ne me convient pas, peut-être que j'aurais voulu faire un chrono un peu meilleur, mais en tout cas je suis allée au bout, j'ai tenté l'aventure. Quand tu abandonnes, tu tentes plus en fait. Tu tentes plus. Ça se débat, je pense, quand tu abandonnes. Non, mais je comprends ce que tu dis. Mais je veux dire, quand tu abandonnes même hors, je comprends ce que tu dis par rapport au fait d'abandonner hors blessure et de te dire,
Alors, par contre, il y a d'autres cas d'abandon. Par exemple, les abandons stratégiques qui existent aussi en course et qui existent aussi, j'imagine, dans l'entrepreneuriat et dans l'entreprise. Par exemple, une course, on n'est pas bien positionné, c'est pas un bon jour, et on décide d'abandonner pour garder de l'énergie pour une course ultérieure qui va avoir lieu un mois plus tard. Ça, pour moi, c'est différent. C'est les abandons, des abandons stratégiques. L'abandon dont je parlais juste avant, c'est quand on a très envie d'aller au bout, que l'on s'est préparé, mais qu'on abandonne parce qu'à un moment donné, là en l'occurrence, je n'avais pas visualisé, donc il y a eu une défaillance dans la préparation mentale, ou parce que le mental, on se dit c'est trop difficile, l'obstacle me semble infranchissable, et on arrête. Là, c'est un abandon qui n'est pas réfléchi, calculé, ou dans l'objectif d'autre chose. Et celui-là, aujourd'hui, c'est vrai que il ne me vient pas à l'esprit quand je suis sur une course. Je sais que c'est difficile, je sais que l'obstacle va être compliqué à gérer, je sais qu'il va pleuvoir, que je vais avoir des douleurs au ventre, que je vais avoir des hypoglycémies, mais je continue parce que je me suis préparée et je savais qu'il y aurait tous ces obstacles-là, et je me suis préparée pour courir jusqu'à la fin. C'est marrant parce qu'il y a plein de choses que tout ça m'évoque, et notamment une vraie honnêteté intellectuelle vis-à-vis de toi-même par rapport à cet abandon. C'est-à-dire que souvent, quand j'entends, moi, des gens autour de moi qui ont abandonné sur un marathon ou des distances, je connais pas plein de monde qui ont fait des ultras, j'en connais quelques-uns, mais alors eux, généralement, ils ont quand même franchi des caps. Mais ceux qui vont abandonner sur des semis ou des marathons ou des courses comme ça, ils vont se trouver plein d'excuses. Je veux dire, oui, là, tu me dis, j'avais une douleur sous la voûte plantaire. Je veux dire, peut-être que j'aurais abandonné 10 fois avant d'avoir cette douleur, j'en sais rien. Mais tu vois ce que je veux dire. Et toi, tu n'acceptes pas ce fait de dire non, j'étais pas blessé. Et tu cherches pas à te donner une excuse ce jour-là en te disant j'ai abandonné parce que. Je veux dire, je suis sûr que tu pourrais t'en trouver une. Là, tu dis non, j'ai abandonné pour aucune raison, et ça m'emmerde. La seule raison, c'est que je n'avais pas visualisé en amont cette douleur, et donc quand je me suis retrouvée face à cette douleur, je ne l'ai pas acceptée. Et ça, c'est ma deuxième question, tout ça m'évoque, du coup, parce que j'adore cette approche de visualisation que je pratique pas forcément, mais je trouve que c'est hyper intéressant et peut-être un peu dans l'entrepreneuriat, plus que dans le sport en tout cas. Peut-être que j'essaie de me projeter sur les choix que je fais et où est-ce qu'ils vont me mener, quels sont le up et down, etc. Donc si, peut-être que je le pratique inconsciemment. Mais je me dis, quand je t'écoute, il y a quand même peut-être qu'est-ce qui se passe du coup désormais quand, comme ce jour-là, tu n'as pas visualisé cette douleur à la voûte plantaire et qu'il t'arrive un truc que tu n'avais pas visualisé. Je veux dire, il y a aussi ce risque, tu vois, de te dire je me suis préparé à tout, et il arrive un truc auquel tu t'es pas préparé. Maintenant, il faut que tu sois préparé pour ce truc, tu vois. Alors, c'est une excellente question. En fait, dans la visualisation, il y a deux choses. Je visualise à la fois les obstacles que je connais, donc que j'ai déjà expérimentés. Enfin non, il y a même trois choses. Je visualise les obstacles que j'ai déjà expérimentés, par exemple le fait de courir sous la pluie pendant 24 heures, le fait d'avoir telle douleur sous la plante des pieds, le fait d'avoir des hypoglycémies, le fait de courir avec beaucoup de monotonie, le fait de courir avec, de skier ou de marcher avec le vent de face à 80 km/h en ayant extrêmement froid, avec peu de confort, etc. Donc ça, ce sont des obstacles que je connais et je les visualise. Typiquement, quand je suis partie en Antarctique, j'ai visualisé le froid extrême, l'absence de confort, le vent de face, les difficultés d'alimentation, etc. Après, il y a des obstacles dont on me parle, mais que je ne connais pas encore parce que je suis en dehors de ma zone de confort. Par exemple, lorsque je suis partie sur une expédition beaucoup plus longue, de 3 mois, on m'a parlé de la faim. La faim, je ne la connaissais pas, mais le fait de partager, et c'est là que le partage d'expérience est extrêmement intéressant, c'est que le fait de partager avec d'autres m'a permis de visualiser le fait que j'allais être confrontée à un obstacle que je ne connais pas encore, mais qui manifestement, d'après le récit des autres, était un obstacle extrêmement douloureux, un obstacle qui serait contraignant, qui serait forcément sur mon chemin et qui me semblerait infranchissable. Et enfin, je visualise le fait que je vais être forcément confrontée à des obstacles que je ne connais pas encore, c'est-à-dire des obstacles que je n'ai jamais expérimentés, qu'ils ne devraient pas se produire sur cette expérience-là parce que ils sont invraisemblables et pas du tout liés à telle ou telle expérience, et des obstacles dont personne ne m'a parlé. Et le fait de savoir que je serai face à l'imprévu me permet, lorsque je fais face à l'imprévu, de
mettre le stress à distance, de mieux gérer cet imprévu et de rebondir et de garder toute agilité, parce que c'est ça qui est important, c'est rester agile, réagir vite, notamment quand on est en expédition. Il faut pouvoir réagir vite quand il fait extrêmement froid, que vous avez une toile de tente qui se déchire, alors qu'elle ne s'est jamais déchirée, parce que c'est la meilleure marque de sport, c'est la meilleure marque de tente, elle n'a jamais eu aucun souci de ce type-là. Donc c'est le truc que vous ne pouviez pas anticiper. Et quand ça arrive, il faut garder quand même le sang-froid, pouvoir réagir vite et ne surtout pas être stressé. Alors quand vous savez que c'est ce type d'événement qui peut vous produire une réaction de stress, le fait d'avoir anticipé le fait que des imprévus se produiraient permet de mettre ce stress à distance et de garder son sang-froid. Prévoir l'imprévu, quoi. C'est ça, marrant, c'est visualiser un truc. L'imprévu, exactement. Et te dire, en fait, au moment où ça arrive, ok, j'avais prévu qu'un truc comme ça m'arriverait, même si je savais pas quoi, et c'est en train de m'arriver. Donc maintenant, tu te concentres, tu fais ton truc, tu passes cet obstacle, et tu te poses pas la question de... C'est ça. Et maintenant, dans toute course ou toute compétition, toute expédition, j'imagine que, en amont, que le pire, même le truc que je peux pas, qui m'est jamais arrivé, que va peut-être se produire. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être un faux départ sur une course, ça peut être peu importe, quelque chose totalement incroyable. J'imagine que ça va arriver et qu'il faudra que je fasse avec. Et que de toute façon les autres concurrents font avec, et que ça arrive dans tout projet et que tout le monde fait avec et qu'il faut faire avec. Voilà. Donc il y a une forme d'acceptation aussi. Et la visualisation, pour moi, elle me semble de toute façon ultra essentielle. C'est-à-dire qu'on peut se préparer, on peut par exemple, si je prends l'exemple du sport, on peut se préparer, s'entraîner, faire toutes les séances de fractionnés, les sorties longues, être hyper au taquet. Si on n'a pas visualisé par exemple qu'on allait courir sous la pluie, le jour J s'il pleut, c'est quelque chose que vous n'accepterez pas. Et vous aurez du mal à faire en sorte de courir avec des équipements qui sont différents des équipements habituels. Pourtant, vous êtes extrêmement prêt physiquement. Vous avez passé toutes les étapes de préparation. Vous êtes prêt normalement à faire votre chrono. Mais il y a cette étape mentale qui aura été oubliée. Et donc, pour le coup, c'est peut-être compliqué d'aller au bout et peut-être que l'abandon vous viendra à l'esprit. Après, voilà, ça peut être encore une fois un abandon stratégique, parce que si vous avez pour objectif de faire tel chrono et qu'il est de toute façon pas réalisable en jour de pluie, il vaudra peut-être mieux abandonner pour s'inscrire à la prochaine course dans 2 semaines, qui vous permettra d'atteindre l'objectif. Mais là, on est encore dans un autre. C'est un autre. Enfin, c'est autre chose. Voilà. C'est marrant ce parallèle avec l'entrepreneuriat que tu peux faire. Tu l'as évoqué 1 ou 2 fois, mais en effet, je pense que il y a beaucoup de choses qu'on te dit, tu vois, de passer un cap de 10 employés, 30 employés. Enfin, déjà, souvent, c'est 3, 10, 30. Généralement, on te dit c'est un multiple de 3. Donc, 3, 9, 27, si je voulais pas arrondir, mais, des crises de croissance et les choses comme ça. Puis, il y a plein de choses, en effet, qui t'arrivent et que t'attends pas. Et il faut juste se dire, winter is coming, quoi. T'es vraiment dans un truc, c'est très intéressant. Ce qui me frappe, tu l'as évoqué à plusieurs reprises dans les, peut-être les obstacles à franchir, c'est la monotonie. Et c'est peut-être la seule chose que, alors, j'ai, je pense, touché du doigt pour le coup, alors bien en amont de toi. Le seul marathon que j'ai fait, c'était en 2015. Et en fait, une fois que je l'ai fini, alors j'ai eu besoin de courir encore après, mais j'ai eu quand même un gros soulagement de me dire, c'est bon, en fait, là, je vais plus être, entre guillemets, et j'adore faire du sport, hein, mais j'aime bien finalement aussi varier. Mais il y a un moment où me faire, mais alors j'étais dans cette optique dont tu parlais tout à l'heure, 20, 25, 30 kilomètres tous les week-ends, plus des courses la semaine, etc. Mais à un moment, j'en avais ras-le-bol, en fait, quoi. Et toi, tu vas dans des trucs beaucoup plus loin, poussés. C'est quoi la recette contre la monotonie? En fait, je pense que c'est parce que ça me donne envie, c'est-à-dire que ce sont des disciplines qui me plaisent, et je pense que le moteur pour atteindre un objectif, c'est l'envie, et je pense que si à un moment donné, après le marathon, t'avais envie de passer à autre chose, c'est tout simplement parce que t'as envie d'autre chose, et je pense que ce qui est important, c'est de trouver ce qui nous fait vibrer, ce qui nous reste, enfin, ce qui nous permet d'être motivés tous les matins. Et je comprends, mais tu on peut trouver ça dans l'entrepreneuriire, dans la vie de famille, dans le sport sûr. et dans n'importe quelle discipline sportive. Et en fait, pour moi, mais il y en a qui sont, pardon que je te coupe, je suis obligé parce qu'il y en a qui sont, je veux dire, j'adore la natation.
J'adore la natation, je trouve ça génial. Vraiment, je trouve ça hyper bien dans un bassin, etc. Mais les mecs qui s'entraînent pour faire du longue distance en natation et qui te font 12 km par jour, je veux dire, oui, non, mais je comprends ce que tu dis, tu vois, mais il y a quand même un moment, c'est insensé. C'est-à-dire que là, pour le coup, le côté nature, visualisation d'extérieur, de ville, enfin, juste t'es dans ta piscine et tu bourrines. C'est un poids à porter, mais c'est hyper lourd. Alors, je comprends l'objectif, mais je veux dire, il y a forcément chez eux une monotonie à un moment. Alors, la monotonie, c'est quelque chose, effectivement, ça peut être compliqué à gérer, notamment pour l'ultra-distance. S'entraîner, faire des sorties longues qui peuvent parfois être monotones. Elles ne le sont pas toutes, heureusement. C'est quoi une sortie longue pour toi en entraînement? Là, Alors, les sorties longues, pour les marathons, ça va être 3 heures, mais par contre, pour l'ultra-distance, ça peut être 4 jours avec 8 heures par jour. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle les week-end shocks. Pardon, et on revient juste sur ce que tu es en train de dire, mais et ça, tu as fait ça en cumulant tes jobs? Je veux dire, en bossant? Non, en fait, quand j'étais avocate en cabinet, je ne pouvais pas faire ça. Donc, je participais à des courses, mais j'étais sous-entraînée. D'où le fait que je ne visais pas la performance aussi. Je ne pouvais pas viser la performance. Et c'était quoi les courses auxquelles tu participais? C'était des courses aussi de 150 ou 180 km. Ah ouais. J'arrivais à les terminer, mais je ne pouvais pas performer parce que je n'avais pas le temps de m'entraîner. Ton objectif était de les terminer, de toute façon. Mon objectif était de les terminer et puis de vivre pleinement la course, c'est-à-dire faire corps avec la nature, sans objectif de performance. Comment tu fais pour faire 150 ou 180 et être avocate où tu bossais beaucoup en plus? Je bossais énormément, ouais. Mais ça veut dire que le week-end, par exemple le dimanche, je partais sur 6 heures ou 8 heures de sortie longue. Et après le lundi, je reprenais mon activité professionnelle. Mais tu recourais en semaine, forcément? Alors je recourais en semaine, mais souvent très tard le soir, par exemple à 23 heures ou à minuit. Donc c'était un entraînement qui était inadapté par rapport à la pratique, c'est sûr. C'est ce qui faisait que même si j'avais eu envie de viser la performance, je n'aurais de toute façon pas pu à cette période-là. Et le soir, tu courais 1 heure, 10 km ou t'arrivais à courir des... Alors quand je courais à 23 heures, je courais 1 heure ou 1 heure et demie, et c'est tout, oui, effectivement. Ouais. Je pouvais pas faire plus. Ouais. Mais bon. tu m'as coupé le souffle. Pardon, on était en train de parler de monotonie et tu me... Après, la monotonie, oui, c'est quelque chose qui fait partie du travail, en fait, de préparation. C'est vrai que toutes les courses ne sont pas monotones, heureusement. Il y en a certaines qui le sont. Et forcément, quand on prépare des 24 heures ou même quand on réalise un 24 heures, c'est une course qui est monotone. Maintenant, il y a beaucoup c'est le travail, en fait, mais ça, c'est vrai dans toutes les activités. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des moments de monotonie parce qu'on a l'impression de plus sortir de sa zone de confort ou de faire toujours la même chose, mais en réalité c'est la répétition qui permet d'être bon, et ça c'est vrai dans tous les domaines. Tu parlais de mathématiques initialement, pour être bon en mathématiques il faut répéter, pour être bon au piano il faut répéter, pour être bon en ultra distance il faut répéter la distance, il faut répéter le kilométrage. Je crois que la répétition elle a beaucoup de vertus et qu'on croit souvent à un talent inné. Moi, je pense qu'il y a aussi surtout du travail. Et dans le travail, il y a forcément de la monotonie. Donc, on va vers l'aventure, sortir de sa zone de confort, mais on sort de sa zone de confort en travaillant beaucoup et donc forcément en acceptant à un moment donné quelque chose de plus monotone. Mais tout ça n'est pas contradictoire. Et non, je suis d'accord, mais c'est vrai que c'est plus sur les volumes antérieurs. Sur les courses, j'ai jamais fait de courses aussi longues, donc j'ai peut-être pas ressenti encore la monotonie. J'imagine que quand tu fais 2045 km, t'es quand même dans un autre format et là-dessus aussi, en revanche, en course ou sur tes explorations, tu prends du plaisir? Oui, en fait, tu parlais de monotonie par exemple pour l'Antarctique. Alors c'est vrai que d'extérieur, on peut se dire c'est très monotone, 2000 km à travers le continent antarctique, un continent de glace sur lequel il y a des vagues de glace. C'est pas un jugement de valeur, hein. C'est une curiosité de ma part. Hein. Alors, non, c'est une très bonne question. En fait, c'est absolument pas monotone parce que et c'est vrai aussi des navigateurs, ils te diront la même chose, c'est que quand tu passes 3 mois
sur un continent qui peut sembler monotone. C'est-à-dire, il y a des couleurs bleu, blanc, gris, et puis c'est tout. Enfin, c'est en tout cas l'impression qu'on peut avoir d'extérieur. Toujours de la glace, toujours des vagues de glace, des nuages, le soleil, et puis c'est tout. En réalité, quand tu passes 3 mois dans ces espaces, tu apprends à remarquer les détails. Et en fait, tu te rends compte qu'aucun jour est identique. Et c'est justement pour ça que tu vas là-bas. Tu fais corps avec la nature et tu vois que tous les jours, les nuages sont différents. Tu apprends à observer les nuages, ce que tu ne fais absolument plus dans la vie quotidienne. Tu apprends à remarquer les vagues de glace, le fait qu'elles sont toujours très différentes, le fait que les couleurs ne sont jamais les mêmes, que les couleurs liées au soleil ne sont jamais les mêmes. Et en fait, quand tu rentres d'un tel projet, d'une telle expédition, en fait, tu remarques qu'il y a trop de détails autour de nous. Alors des détails, déjà on a trop d'informations, on est noyé par l'information aujourd'hui dans notre vie quotidienne, mais aussi des détails, trop de détails dans le paysage, dans tout ce qui nous entoure. Et en fait, on ne prend plus le temps de remarquer tous ces détails. Et donc quand tu rentres, t'es complètement transformé. C'est que tu as trop de détails à observer, à analyser, à ingurgiter. Et ça, c'est pas évident, ce passage-là, du désert à la ville. Mais donc, tout ça pour dire que, en fait, il y a pas de monotonie, en fait. Donc, il y a peut-être parfois de la monotonie dans l'entraînement, dans le fait de répéter toujours le même geste pour atteindre un objectif. Mais après, dans la réalisation du projet, la réalisation de l'expédition, puisque l'objectif de l'expédition, c'est de faire corps avec la nature, des moments où il fait moins 35 et qu'il y a peu de vent, donc des moments qui sont cléments, parce que contrairement au moins 50 avec 80 km/h de vent, le moins 35 avec peu de vent, c'est un moment qui est plutôt agréable. Là, pour le coup, tu fais corps avec l'environnement et tu remarques tout ce qui t'entoure. Et en fait, l'objectif de l'expédition, c'est ce moment précis. Mais ce moment précis, tu peux pas l'atteindre si tu vis pas tous les obstacles avant. Si tu as pas ces moments de détresse, de survie, à moins 50 degrés, des moments qui sont très très durs, tu peux pas atteindre ça, en fait. Tu peux l'atteindre que parce que t'as vécu tous ces moments-là avant. Tu peux pas être déposé en avion, le vivre 5 heures et repartir, parce que tu ne prendrais même pas conscience, en fait, de tout ce qui t'entoure. Tu ne peux prendre conscience de tout ce qui t'entoure que parce que t'as vécu tous ces moments-là, d'isolement, de solitude, de déconnexion, c'est finalement, c'est ce que disait Richard Byrd, un explorateur, c'est par la difficulté, la dureté, que tu atteins des paysages qui sont extraordinaires. Tu peux pas les acquérir et les obtenir si simplement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas juste une question d'être posé à l'endroit, c'est la manière dont tu les regardes. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très compliqué parce qu'on a l'impression qu'on peut tout atteindre d'un seul clic. Il suffit de cliquer. Donc notamment grâce à c'est ça bien sûr. Et en fait je pense que c'est un peu plus compliqué que ça et qu'on peut pas tout atteindre si facilement, et c'est le chemin qui est important, et c'est ça, c'est extraordinaire, le chemin. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle, notamment dans l'entrepreneuriat, et c'est vrai aussi dans le sport, on parle que du résultat, on voit ces grands succès et on se dit waouh, c'est super, c'est extraordinaire, mais quel a été le chemin? Parce que finalement, si la personne est si heureuse, si elle a tant de bonheur, c'est pas par le résultat. Moi, on me dirait, tu as traversé l'Antarctique, mais si j'avais pas vécu tout le chemin, ça n'aurait aucune importance, Stéphanie, ça n'aurait aucune valeur pour moi. Tu prêches un convaincu. Ce voilà. podcast je ne fait que doute. Parler du chemin. À la fois, je suis là pour ça. Donc, je m'en doute. En fait, c'est ça qui est très extraordinaire, c'est le chemin. Ouais, je suis d'accord. Et c'est ce qui est le plus beau. C'est ce qui est le plus beau. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en montrant, par exemple, les footballeurs qui réussissent, etc., on se dit mais waouh. Et puis on a l'impression que c'est qu'une image, qu'une réussite, qu'un moment. Mais non, c'est pas ça, en fait. Ce qui était extraordinaire, c'est tout le chemin qu'ils ont accompli pour arriver jusque-là. Et c'est ça dont il faut parler, je pense. Et donc, surtout, des échecs et des obstacles qui ont été rencontrés, parce que c'est eux qui donnent de la valeur à l'expérience, à l'apprentissage, et puis à la réussite aussi. Voilà, je pourrais te poser 1000 questions sur le sommeil, sur l'alimentation, sur tout ça, mais bon. On pourra faire un autre podcast si tu le souhaites. Mais anytime, avec plaisir. Je voudrais quand même que tu me racontes. Alors déjà, tu as écrit 2 bouquins dont je mettrai les liens dans la bio. Dans le suivi dans l'épisode du podcast Génération Do It Yourself.
c'est quoi tes actualités? Où est-ce que tu vas nous emmener prochainement? C'est quoi la fin d'année? Prochainement, en fait, je vais vous amener notamment en Antarctique, puisque je vais y retourner. D'accord. Pour un projet en moonwalk, cette fois-ci, à l'envers. Pour un projet dont je vais parler plus précisément dans quelques semaines. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, les auditeurs peuvent me suivre notamment sur LinkedIn. Je poste mes actus et je parlerai un peu plus précisément de ce projet, ou alors sur mon site internet stephaniejickel.com. Oui. Sur Instagram, non? Voilà. Je suis pas sur Instagram. D'accord. Non. Mais LinkedIn, c'est très bien. LinkedIn, voilà. Ok. Et du coup, d'ailleurs, pendant ces expéditions, t'arrives à envoyer des photos ou des... En fait, ce qui se passe, c'est que je pars avec ce qui s'appelle un access point et puis une connexion par voie de satellite, oui. voilà, avec un téléphone satellite, un 95-75, un téléphone Iridium extrême. Oui. Et grâce en fait à cette communication satellite, je peux envoyer des photos de très basse définition à une amie ou une personne qui s'occupe de la logistique en France et qui poste ensuite cette photo sur les réseaux sociaux, sur le site. Mais moi, par contre, en général, je n'ai aucune connexion avec l'extérieur parce que c'est un environnement dont il est difficile de s'extraire et avoir des informations de l'extérieur pourrait nuire à l'atteinte de l'objectif. C'est comme quand on part dans des sous-marins ou bien dans d'autres conditions un peu extrêmes, il vaut mieux parfois rester isolé. Donc moi je poste des informations, mais par contre je n'en reçois pas, en tout cas pas de la France et des proches. Ce qui me fait un peu rêver, moi, parce que je pense qu'être capable et aussi affronter ça, comme tu le dis, dans un monde où en fait la notification immédiate et l'overload d'informations est quand même quelque chose d'un sujet que je voudrais aborder aussi en profondeur sur ce podcast. D'accord, donc il y a pas mal de choses qui arrivent. Et donc aujourd'hui, tu es aventurière, sportive, écrivain. Elle s'organise comment tes journées? C'est ta profession déjà, donc tu en vis? Alors oui, sachant que... en fait, il faut plus de précision sur cette question-là. C'est-à-dire que vivre du sport, pour moi, ça veut dire faire 6 à 8 heures de sport par jour et être rémunéré par un club ou autre pour ses performances. Moi, j'évolue dans un sport qui est confidentiel, un sport qui est amateur et puis dans le milieu de l'exploration. Donc, c'est un tout petit peu plus compliqué. Je ne peux pas faire que du sport pour pouvoir vivre. Et puis, j'ai tout un tas d'autres activités qui me passionnent de toute façon par ailleurs, et notamment l'écriture, les conférences. Je donne pas mal de conférences dans les écoles, dans les salons. Là, je serai prochainement au Salon de la Montagne à Genève. J'étais dans des salons de la santé la semaine dernière à Montpellier, organisés par Le Point. Enfin, tout un tas de manifestations. Et c'est ça aussi que je trouve très intéressant. Donc, je parlais d'équilibre au début du podcast. Aujourd'hui, je ne vis pas que du sport. C'est-à-dire, je ne fais pas que du sport de mes journées, même s'il faut que j'en fasse quand même pas mal, notamment pour réaliser ces expéditions et puis viser la performance. Mais j'ai tout un tas de choses à côté. Donc mes journées sont très variées d'une à l'autre, elles ne se ressemblent jamais. Tu ne vis pas que du sport, mais je pense aussi que le sport te fait vivre, si je puis me permettre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où je crois que, et autant le dire ici, puisqu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entreprises qui écoutent ce podcast, mais tu peux faire des interventions dans les entreprises pour justement, au-delà de raconter, probablement expliquer comment tu pousse certaines limites, comment tu vas dans l'inconnu, comment etc. Et en fait, c'est aussi grâce à tous ces exploits que tu peux expliquer tout ça. Donc il y a ces conférences et toutes les choses auxquelles tu participes, c'est un peu... Ouais. Après, c'est vrai que c'est pour moi une activité à part entière. C'est-à-dire que c'est vrai que pour un sportif, ça donnerait envie de pouvoir se consacrer au sport de 6 à 8 heures par jour et pouvoir récupérer, dormir suffisamment, puisque beaucoup de sportifs de haut niveau dorment 10 heures par jour et font une sieste aussi pour pouvoir être plus performants. Mais dans les sports confidentiels ou dans l'exploration,
ce n'est pas possible, mais en même temps, c'est ce qui rend la chose intéressante. C'est-à-dire que je conserve l'aspect entrepreneurial, l'aspect partage, et trouver les fonds, lever des fonds, trouver des équipes, travailler sur la logistique des projets, écrire des livres, c'est extrêmement enrichissant, et je pense que c'est ce qui permet aussi de conserver un équilibre, notamment quand certains objectifs de course ne sont pas atteints. Je ne ressens pas en fait d'état de comment dire. Je reste quand même très positive, très optimiste, parce que je sais que dans les jours qui suivent, je vais pouvoir travailler sur mon nouveau livre, ou rencontrer des écoles, ou aller à telle ou telle manifestation, et c'est ça qui me donne beaucoup d'énergie, et donc je pense qu'en même temps ça peut être contraignant par certains moments, mais c'est aussi une chance, je pense, de pouvoir être sur divers projets très divers. Et alors après c'est ça demande toujours beaucoup d'énergie, mais c'est ça qui est palpitant, et je suis un peu à droite à gauche, et mais comme toujours, je pense que j'ai un trop plein en réalité, et je n'aurais pas assez d'une vie pour réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser, donc j'essaye de vivre pleinement déjà toutes ces petites choses, et puis et vivre avec des moments de vie aussi. Il y a des moments où je ferai d'autres choses probablement, pour justement pouvoir vivre le maximum de choses, mais on a tous que 24 heures, donc au moment présent je fais avec le temps dont je dispose. Voilà. Et du coup justement, quel petit je sais pas, conseil, approche, ou les choses sur lesquelles tu te concentres, sur lesquelles tu essaies de progresser. Est-ce que tu dors plus, tu dors mieux? Est-ce que tu justement, je sais pas, te connectes moins à des téléphones? Est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu essayes de... Ouais, alors déjà c'est vrai que j'essaye de ne pas être trop connectée. Enfin, c'est pas que j'essaye, c'est que c'est assez naturel en réalité, mais je pense que c'est vrai de toute personne qui part explorer le monde, c'est qu'on est peut-être un peu moins addict à l'information, donc ça, j'ai pas trop de difficultés. Après, là où j'essaye vraiment de progresser, c'est sur le sommeil, parce que je fais tellement d'activités que je pense que je ne dors pas suffisamment par rapport à la quantité de sport que je dois pratiquer pour performer. Donc ça, c'est un point sur lequel j'essaye de progresser. Après, un conseil aussi que je donnerais à tous les auditeurs, c'est parce que je rencontre beaucoup de monde lors de toutes mes interventions, et je sens aujourd'hui qu'il y a une très forte injonction à tout concilier, et le conseil que je donnerais vraiment, c'est un peu comme on évoquait tout à l'heure les réseaux sociaux sur le running, etc., c'est de ne pas écouter cette injonction à tout concilier, parce que tout concilier n'est tout simplement pas possible, et je pense que la vie, elle est faite de moments de vie. Alors il y a des moments où on est plus sur son activité professionnelle, d'autres moments sur des activités passion, d'autres moments sur la famille, peu importe, mais je pense qu'il faut autant il faut garder un équilibre, mais chercher à tout concilier, vouloir être parfait partout, c'est juste un leurre, ce n'est absolument pas possible, et personne ne peut le faire, et je pense que ça, il faut vraiment avoir ça à l'esprit. Moi je suis sur le sport, sur d'autres activités, mais je suis pas sur tout, et c'est vrai de tout le monde et toutes les personnes que je rencontre. On a tous nos activités, mais on peut pas être sur tout. Voilà. C'est très intéressant. Je pense que tu as complètement raison, et c'est le chemin où nous emmène ce podcast, je pense. Donc on te suit sur LinkedIn principalement. Donc c'est LinkedIn/in/Stéphanie Jiquel, j'imagine. De toute façon, c'est ça, exactement. Ouais. Et puis on peut te contacter par le biais de ton site internet ou LinkedIn. Oui. Et puis sur tout le résumé de cet épisode, je mettrai tous les liens nécessaires, livres, bio, etc., etc. C'était chambé. Stéphanie, merci, vraiment. Merci à toi pour ton accueil. Je me retiens pour arrêter aussi tôt, après que 1h45. Et j'enfilerai mes baskets. Tu vois, j'ai loupé mon cours de natation ce soir, mais je crois qu'en ce moment c'est les vacances, donc il est pas obligatoire. Mais je crois même qu'il y a pas de cours de natation, donc ça va. Ma vie perso, ça intéresse tout le monde. Merci mille fois. Je te dis donc à très bientôt. Et puis, en plus, on est voisins. Peut-être qu'on va courir. On va se retrouver.
au parc Monceau, ça m'étonnerait. Et puis à tous, n'hésitez pas, si vous avez aimé cet épisode, à le partager à vos amis qui font du sport, de l'extrême par exemple, et puis à ceux qui courent 10 km aussi, ce sera très bien, ce sera plus large. Et puis à le noter 5 étoiles et sur iTunes, à noter le podcast et à partager tout ça. Je vous remercie à tous, merci Stéphanie et à bientôt. Merci à toi, à bientôt. Salut. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.